moi, j'interviens pour l'association TADAM. TADAM, en fait, cette association a bientôt 10 ans. Le point de départ de cette association, c'était donc Marina Barrault, la fondatrice, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait 150 000 jeunes déscolarisés chaque année. Et elle, qui justement avait construit sa carrière, sa vie grâce à l'éducation, sortant d'un milieu défavorisé, ayant une belle carrière, s'est dit mais il faut absolument que je fasse quelque chose en fait. Et donc en fait, elle a construit tout un processus dont je vous en dévoilerai quelques éléments ce matin pour permettre aux jeunes de mieux se trouver, mieux se connaître, et donc justement d'investir ces zones de talent que vous avez évoquées tout à l'heure, et donc de se projeter dans la vie avec effectivement un socle très solide en fait, parce qu'on sait très bien que si on s'appuie sur ces zones de force, c'est à la fois joyeux, c'est du plaisir, d'un point de vue énergétique aussi, c'est plus puissant. Et donc justement, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, avant ça, j'ai une question. Qui parmi vous savait ce qu'il voulait faire dans la vie à l'âge de 15 ans? Levez la main. Vous pouvez, hein, parce que... C'est-à-dire, en gros, vous saviez vers quoi vous vouliez aller, plutôt que d'être guidé par soit vos résultats, soit l'influence de l'entourage, enfin, ou tout simplement ce que la vie vous présente, en fait. D'accord. Mais c'est à peu près les statistiques habituelles. C'est qu'effectivement, et c'est ça notre vocation dans l'association, et la plupart des intervenants ont eu ce ressenti-là en se disant mais moi, si seulement à cet âge-là, j'avais su ce que je voulais faire, j'avais compris, moi, ce qui m'animait, ce qui me mettait en joie, ce que je fais aujourd'hui, et bien, effectivement, j'aurais tellement aimé ça, et c'est l'objet de cette vocation à transmettre ces savoirs-là. Donc on l'a vu, l'objectif, c'est effectivement d'être acteur de sa vie à des moments clés. Donc nous, on intervient vraiment à des âges où il y a des choix d'orientation qui se font, et pour aider le jeune à partager, exprimer ce qu'il aime profondément, pour être mieux accompagné, mieux s'orienter. En fait, l'association initialement s'appelait Ce que je veux faire plus tard. C'était un nom compliqué à porter, d'où l'idée de TADAM, qui est plus objectif en fait par rapport à l'idée de révéler les talents plutôt que de déterminer ce qu'on va faire plus tard, parce que ça c'est plus complexe que ça, mais au moins donner quelques idées sur où est-ce qu'on peut aller. Alors l'approche TADAM en fait elle est basée sur les neurosciences, en fait ce qu'on appelle l'approche neurocognitive et comportementale. Donc le processus est construit là-dessus, mais avec une approche qu'on appelle tête-cœur-corps qui permet justement en assez peu de temps de fonctionner. Donc, la première chose, c'est donc la tête, évidemment, donc l'approche neurocognitive et comportementale. Donc, chez les jeunes, on ne leur transmet pas des choses trop compliquées, parce que l'objectif, c'est de garder leur attention. On sait bien que l'attention, d'ailleurs, vous allez le voir lors de cette conférence, au bout de 20 minutes, on décroche assez facilement. C'est pour ça que je vais essayer de couper ça, avoir un temps énergétique aussi, pour vous remobiliser. Ça, c'est important. Mais on leur transmet ça dans cette première partie, mais on accompagne ça effectivement de temps corps pour le lâcher prise, pour aussi s'amuser. Donc on fait des activités où à la fois ça bouge, on se lâche complètement pour sortir un peu du masque dans lequel il se protège, pour ensuite aller toucher les émotions. Donc le dernier point, l'approche tête-cœur-corps, le cœur, c'est donc là où le siège des émotions, pour aller chercher un peu la vérité de chacun en fait, derrière le personnage qui se sont construits, parce qu'on se construit tous un personnage pour voilà, exister dans un groupe, supporter certaines choses dans la cour de récréation, etc. Et nous, on crée un cadre hyper sécurisé, en fait, basé sur l'écoute, la bienveillance. On leur fait réfléchir sur les 4 accords cadres en fait, qu'on pose au début de chaque intervention, qui sont donc l'écoute, la bienveillance, la co-responsabilité, parce qu'on veut qu'ils soient acteurs de ce qu'on leur fait faire, et puis la confidentialité aussi, parce qu'ils livrent des choses d'eux-mêmes, et il faut que ce soit effectivement sécurisé, que ça ne se retourne pas contre eux, qu'ils se sentent habilités à le faire. Et donc en ayant ce cadre-là, avec cette approche justement sur ces 3 dimensions qu'on fait vivre tout au long des processus, où on alterne en permanence entre les 3, on arrive à ce que chacun puisse exprimer des choses vraiment profondes, sincères, et commencer à tirer le fil un petit peu de ce qui les anime vraiment, ce qui les met en joie, il faut pouvoir ensuite identifier cette zone de force de talent sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer. Alors, le point de départ à chaque fois, c'est d'identifier ce qu'on aime. D'accord ? Donc, les questions qu'on leur pose, c'est par exemple, à la fin d'une journée, on dit voilà, vous avez une journée pourrie, vous rentrez, vous êtes vraiment stressé, fatigué, frustré, etc. de tout ce qui s'est passé, il n'y a rien qui va.
Et puis, il y a un truc qui se passe qui vous remet en énergie. Ça peut être quoi? Donc, on est tous différents et il y a des choses qui vont s'exprimer de différentes manières. Une autre question qu'on leur pose pour réfléchir un peu sur ce qu'ils aiment, c'est par exemple le matin, le réveil sonne à 7 heures. Qu'est-ce qui se passe pour vous qui va faire que d'un seul coup, au lieu de traîner au lit, vous allez vous lever et vous allez tout de suite bondir du lit parce que ce que la vie vous propose, ça vous anime, vous avez envie de le faire. Alors, il y a des différentes choses. Donc, il y en a qui sont intéressés par différents sujets, se promener dans la nature, passer du temps avec ses amis. J'aime me dépasser. Donc, j'ai envie de vous demander, comme ça, en mode popcorn, si vous voulez jouer le jeu de nous partager un truc que vous aimez. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui vous met en joie, en énergie, de manière spontanée, sans enjeu et qui vous donne du plaisir? Est-ce que vous voulez partager des idées comme ça? Découvrir et apprendre. Découvrir et apprendre, merci madame. Quoi d'autre? Qui veut partager quelque chose qu'il aime? Réparer et dépanner, merci madame. Très bien, passer du temps en famille, avoir des activités, jeux de société, ok, merci. Découvrir et innover, ok, très bien, merci. Qui d'autre veut partager une activité Oui madame. Rire ensemble, ok, très bien, merci. Une dernière. Participer et aider. Très bien. Merci pour vos partages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est très différent. Et dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez raccrocher justement tout ce qui a été dit à des personnalités que je vais vous présenter. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette diversité-là. C'est très chouette. Alors, effectivement, on aime des choses très différentes. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas un truc qui est bien, c'est qu'on fonctionne différemment, il y a des choses différentes qui vont nous ressourcer. Et l'idée, c'est d'identifier ça, parce que justement, des fois, on est dans un cadre social qui nous amène vers tel type d'activité, parce qu'on nous dit, voilà, c'est bien, c'est important de faire ça, etc. Mais ça ne nous correspond pas forcément. On l'a vu sur tout ce que vous venez de dire, c'est des choses très différentes. Et donc, on peut les faire aussi, c'est bien, ça peut être intéressant, etc. Mais ce qui vraiment nous met en joie, c'est peut-être autre chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le découvrir et de s'appuyer là-dessus et d'aller peut-être le revisiter plus souvent une fois qu'on l'a identifié, parce que des fois on a tendance à le négliger parce que justement on ne sait pas que c'est quelque chose de très très puissant pour nous. Alors justement sur les motivations, donc dans le modèle neurocognitif et comportemental, on distingue deux types de motivations. Donc là vous avez déjà commencé à voir un peu les nuances. La première, donc on appelle motivation primaire, en fait sa caractéristique justement c'est il n'y a pas d'enjeu. C'est des choses qu'on fait de manière inconditionnelle. On est tout de suite dans le plaisir, la joie. Ça nous recharge d'un point de vue énergétique. Et puis, donc, inconditionnel, ça veut dire que même si le résultat n'est pas bon, comme on aime faire ça de manière spontanée, c'est quand même satisfaisant. Ça nous fait quand même du bien. Donc il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est vraiment des choses qui nous ressourcent. Et donc tout le vocabulaire autour de ça, c'est voilà, j'aime, j'adore, je le fais dès que je peux, etc. Donc si on reprend l'approche tête, cœur, corps, on va aller voir ce qui se passe justement là-dedans. Dans la tête, en fait, il y a très peu de cognitif. Toutes ces choses-là que vous avez décrites, et si on creuse un peu, il y en a d'autres, parce qu'on va voir plus tard, on a entre 2 et 4 personnalités primaires. Et bien en fait, on va le faire dès qu'on peut. On ne réfléchit pas. On ne se dit pas, tiens, ça serait bien parce que si je fais ça, voilà, ça va faire plaisir à quelqu'un, etc. C'est non, je le fais parce que j'aime ça. Ça ne va pas plus loin. Alors au niveau des émotions, voilà, c'est du plaisir, tout simplement. C'est du bien-être. Et quoi qu'il arrive, en fait. C'est ça qui est intéressant. Quand on identifie ses motivations primaires, on verra tout à l'heure avec les secondaires, c'est qu'il y a, peu importe le résultat. Donc si, par exemple, moi j'aime le sport, j'aime jouer au ballon, par exemple, même si c'est un samedi pluvieux, froid, le terrain est boueux, on perd le match, c'est pas grave, je suis content parce que je suis allé jouer au foot et j'adore ça. Et on verra tout à l'heure que si je ne suis pas dans mes motivations primaires, je peux aimer jouer au foot, mais il y a, en fonction du résultat, de plein de facteurs, je ne vais pas forcément avoir envie d'y aller ou ça ne va pas être forcément une zone de plaisir. Là, quoi qu'il arrive, moi je me suis ressourcé, je me suis défoulé, j'ai couru, j'ai retrouvé mes copains, etc. Donc il y a cette idée de bien-être, quoi qu'il arrive en fait. Et donc au niveau du corps, on l'a vu, c'est inconditionnel. Je le fais dès que je peux, il n'y a pas de notion de contrainte, voilà, c'est spontané. Donc ça, ces motivations primaires-là, il y a un petit bonus qui permet de l'identifier, c'est que quand la personne parle de ça, eh bien, elle a des étoiles dans les yeux. Et vous l'avez certainement observé,
quand quelqu'un vous parle d'un sujet qui l'anime profondément, eh bien, dans son regard, en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui vous aspire et qui fait que vous aussi, vous êtes captivé par ce propos-là, parce que la personne le vit aussi corporellement, de l'intérieur, etc. Et donc, vraiment, on peut reconnaître les motivations primaires aussi à travers le regard. Alors, qui dit motivation primaire dit motivation secondaire. Et alors, les motivations secondaires, c'est là où il y a une nuance à faire. Et on va voir que des fois, ce n'est pas si évident que ça à identifier. C'est qu'en fait, on est plus dans le domaine de la contrainte, entre guillemets. On va voir que des fois, c'est plus fluide que ça. Mais c'est quand même lié à un conditionnement, à une éducation, des choses qu'on fait parce que c'est bien de le faire. Et que comme on réussit, on est satisfait, c'est bien, ça fait plaisir aux autres, donc on est heureux de ça. Mais il y a quand même on va voir, il y a des conditions par rapport à ça qui se créent. Donc justement, si on retrouve à nouveau ce triptyque tête, cœur, corps, dans la tête, en fait, il y a cette notion de il faut, je dois. Donc par exemple, je peux aimer, enfin, il y en a qui peuvent aimer aller à l'école, mais l'idée quand on est dans ces motivations secondaires, on va plutôt le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut avoir de bons résultats pour pouvoir ensuite choisir ses études, pour ensuite choisir un métier qu'on aime, etc. Et donc, du coup, on va être dans cette contrainte-là. On ne va pas le faire spontanément. Tiens, j'ai 1 heure devant moi, je ne sais pas quoi faire. Tiens, je vais me mettre à étudier. Il y en a on va le voir, pour qui c'est une motivation primaire. Quand on est en motivation secondaire, là, il y a cette notion de contrainte. Alors, au niveau des émotions, c'est là où il y a une nuance. C'est que justement, en fonction du résultat, si ça marche, je suis satisfait. Et si ça ne marche pas, par contre, je vais avoir des frustrations, je vais être en colère. Et si ça se reproduit trop souvent, je risque de renoncer au bout d'un moment à faire cette activité-là parce que ça ne m'apporte pas de joie, justement, contrairement à la motivation primaire. Et donc au niveau corporel, pareil, là c'est conditionnel, je le fais quand il faut. Voilà, et ce n'est pas la chose la plus spontanée. Alors un truc que je peux vous dire par rapport à ça, entre motivation primaire et secondaire, alors la première chose, c'est que c'est quelque chose, et ça va vous interpeller, parce que c'est pas évident à accepter, ça se fige entre 0 et 6 mois. C'est-à-dire qu'au tout début de la vie, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut contraindre, c'est que en fait, le bébé, quand il naît, il va s'adapter au monde des premières, et avec son cerveau reptilien qui est actif au tout début, il va se créer des préférences. Et en fait, dans les 6 premiers mois de la vie, ils vont s'ancrer ces préférences. On va voir, il y en a 8. Et il va en garder entre 2 et 4 qui vont être de l'ordre de la motivation primaire. Et la force de ça, c'est que c'est stable et durable. Stable et durable. C'est-à-dire que toute la vie, quand on a identifié une motivation primaire, eh bien, jamais cette source d'énergie va se tarir, en fait. Toujours, vous aurez cette animation en vous pour vivre ça. Et vous allez vous reconnaître tout à l'heure dans certaines d'entre elles. Et effectivement, vous allez voir que vous, à travers différentes manières de l'exprimer, cette motivation primaire, effectivement, tout au long de la vie, c'est une source de plaisir, d'énergie. Alors qu'à l'inverse, la motivation secondaire, elle est instable et fragile. On l'a vu, si le résultat est négatif et que ça se répète un peu trop souvent, au bout d'un moment, on va renoncer. En tout cas, le il faut, je dois, il va être de plus en plus difficile à enclencher. D'accord ? Alors maintenant qu'on a vu ça, alors, on va rester sur les motivations primaires et secondaires. À votre avis, qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est mieux d'être dans ces motivations primaires ou secondaires ? Primaires. Alors, est-ce qu'on peut être que dans ces motivations primaires ? Non ? Il faut absolument les deux. Ouais. Il y a cette notion d'équilibre qui est absolument clé. Parce que si on n'est que dans sa primaire, on va faire cette activité-là qui nous met en joie, mais par contre, on va négliger tout le reste. Par exemple, si je suis fou de jeux vidéo, par exemple, et j'oublie de me laver, de manger, de socialiser, de différentes choses, etc., ça va poser problème dans mon intégration dans la vie de tous les jours, etc. Donc, je ne peux pas être que là-dedans. Et si je suis dans mes motivations secondaires, est-ce que ça fonctionne aussi, d'après vous ? Non ? Alors en fait, ça fonctionne un certain temps. Parce qu'on l'a vu, la motivation secondaire, quand ça marche, on a du plaisir malgré tout. D'accord ?
si je prenais l'exemple des études, mais effectivement, parce que justement, on le voit bien pour plein de jeunes qui scolairement, qui sont bien adaptés au système scolaire français, ils vont réussir, ils vont faire les meilleures études, sans du tout savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment faire. Et puis une fois qu'ils ont leur diplôme de grande école, etc., ben, du jour au lendemain, ils dépriment parce qu'ils se disent, en fait, je ne sais pas ce que je voulais faire. En fait. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, ils sont dans leur motivation secondaire parce que ça marche et tout va bien jusque-là. Ça fait plaisir à tout le monde, on est fiers d'eux, ils ont confiance en eux, tout va bien. Donc il y a cette fragilité, mais en même temps, ça peut fonctionner. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'identifier ces primaires, parce que qu'est-ce qui se passe par rapport aux motivations secondaires? L'idée que moi j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est qu'en fait, moi j'aime bien l'image de la batterie. En fait, imaginez votre smartphone, et en fait, chaque fois que vous êtes dans votre motivation secondaire, la batterie du smartphone elle diminue. Et puis, le seul moyen de la rebrancher, c'est d'aller se connecter à ces primaires. Et donc, si on ne se connecte pas aux primaires, ben, la batterie elle baisse. Alors, au début de la vie, la batterie elle tient longtemps. Et puis, à un moment donné, et ce qu'on appelle le burn-out, un phénomène maintenant assez fréquent, c'est que la batterie, elle est à plat et il n'y a plus rien qui redémarre. Et si on ne sait pas où aller se connecter, eh ben, c'est difficile de remonter, en fait. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, de savoir qu'on a besoin de cet équilibre entre primaire et secondaire pour en permanence recharger la batterie et combiner des choses qui sont nécessaires, parce qu'on a bien plein de choses qu'on fait, parce que voilà, c'est bien de le faire. On peut avoir un travail aussi qui est dans des motivations secondaires, parce qu'il a plein de vertus, ça fonctionne pour plein de choses qui sont évidentes. Et en parallèle de ça, si on oublie de s'accorder du temps pour se ressourcer dans ces motivations primaires, effectivement, au bout d'un moment, la batterie se vide. Et donc vraiment, c'est important de comprendre ce besoin d'équilibre et cette écologie-là entre primaire et secondaire. Est-ce qu'à ce stade où ça va, est-ce qu'il y a des questions Après, je vous propose qu'on passe sur le déroulé des 8 personnalités primaires, justement, dans lesquelles vous allez pouvoir vous reconnaître. Mais déjà, à ce stade-là, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok. Alors donc, il en existe 8. Alors, on va les balayer. Je vais en présenter 3. Et après, on fera une petite pause énergétique pour poursuivre. Parce que là, pour le coup, on est dans la tête. Je vous expose un modèle théorique. Et puis après, on explorera ça ensemble. Et puis, on se donnera un temps de questions-réponses pour affiner tout ça. Et parler aussi de ce qu'on fait. Mais là, je vais vous décrire ça parce que l'intérêt, c'est aussi que vous puissiez voir à la fois ce qui peut se passer chez vos enfants, mais chez vous-même, et de voir qu'il y a comme on fonctionne différemment, des fois, on n'est pas juste dans ce qu'on veut transmettre. On fait toujours de notre mieux en tant que parent, mais des fois, on est à côté parce qu'on n'a pas identifié un mode de fonctionnement qui va recharger son ado, et donc du coup, ça va lui coûter de l'énergie, et puis on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est très aidant à la fois dans l'accompagnement, dans les relations interpersonnelles aussi. On va le voir après, des choses qui grattent un peu dans différents types de personnalités. Alors le premier, c'est le philosophe. Alors il y a des noms qui sont proposés là-dessus pour les mémoriser. Ils ne sont pas toujours exactement, c'est pas stricto sensu du philosophe, puisque là l'idée c'est pas je suis passionné de philosophie, mais il y a cette idée de prise de recul, de calme. Donc quelqu'un qui a du philosophe, alors peut-être une parenthèse aussi, c'est que dans le modèle, donc il y a 8 personnalités primaires et on en a tous entre 2 et 4. Donc vous avez peut-être identifié au moins 2 parmi celles que je vais vous présenter. En tout cas, on en a au moins 2 et maximum 4. Et donc, on va explorer tout ça. Et donc, comme on ne peut pas rentrer dans une case non plus, dire je suis ça, on fait attention en sémantique à dire qu'on a du philosophe, on va voir les différents trucs. Voilà, c'est une de nos caractéristiques. Et donc le philosophe, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire les choses à son rythme. Donc le philosophe, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'intériorité, il va adorer se balader en forêt, tout seul, pour observer les éléments, il a vraiment un lien avec la nature, avec tout ce qui est sensoriel. Il va aimer cuisiner, il va aimer bien manger, les odeurs, toutes ces choses-là. Il a un sens de l'observation hyper développé. Celui qui a du philosophe, par exemple, il est souvent discret dans une assemblée, mais par contre, vous avez l'impression qu'il est timide et puis qu'il n'est pas là, en fait. Et puis si vous lui demandez à la fin, il a tout capté.
il a tout observé, il a tout retenu. C'est vraiment, il a ce sens de l'observation qui est très très développé. Et alors c'est quelqu'un qui est assez facile à vivre parce que justement, il est très, très positif, assez optimiste, et donc il voit les choses du bon côté. Donc associé à ce calme, c'est quelqu'un qui est d'une simplicité sociale justement, effectivement, et qui me s'amusait, mais qui a quand même une forme de discrétion. Et voilà, donc retenez cette idée de à mon rythme. Quand j'ai du philosophe, j'aime bien faire les choses à mon rythme et trouver du temps comme ça pour me ressourcer. Alors, qui est-ce qui se reconnaît dans ce besoin d'aller marcher en forêt, de se ressourcer dans ces moments-là? Très bien, merci. Alors, le deuxième, c'est le novateur. Donc là aussi, il y en a qui vont se reconnaître. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc lui, sa grande phrase, c'est « pourquoi, comment ça marche ?» Et en fait, il aime la complexité. Vous lui dites « donnez un sujet », il ne va pas en rester là. Il va dire mais pourquoi il va aller au fond des choses. Si lors d'une discussion, il y a un truc qu'il découvre, il va rentrer chez lui, il va aller sur Wikipédia, il va creuser le sujet, il va vraiment approfondir parce que lui, il a vraiment ce besoin d'aller au fond des choses. Donc on va trouver des gens qui ont du novateur dans tous les métiers autour de la recherche, de l'enseignement aussi, parce que le novateur, il aime transmettre un savoir, il n'aime pas seulement lui le comprendre, mais il aime aussi le partager. Donc c'est très intéressant aussi quand on est enseignant. Est-ce qu'il y a des enseignants parmi vous? Alors quand on est enseignant, c'est intéressant parce que des fois le novateur, il est tout le temps à lever le doigt, mais pourquoi? Puis on veut faire le programme, on se dit qu'il essaie de faire traîner, etc. Et en fait, lui, il a ce besoin de comprendre. Donc on va nourrir ce besoin primaire peut-être en lui proposant de venir à la récré, approfondir le sujet, parce que les autres ne sont pas demandeurs de ça, et eux, ils vont décrocher en termes d'attention. Et puis par ailleurs, quand on fait des travaux de groupe, c'est super parce que lui, il va être super content de venir aider. Comme lui, il est passionné, il va creuser les sujets, donc il va approfondir tout ça et il va peut-être avoir plus de facilité. Donc du coup, il va aimer aider les autres sur des travaux dirigés parce qu'il a ce désir aussi de transmettre le savoir. Donc c'est des appuis aussi sur lesquels qu'on peut utiliser en tant qu'enseignant. On va le voir tout à l'heure. Je vous partagerai mon expérience, parce que moi j'ai enseigné pendant 3 ans avant de faire ce que je fais là, parce que justement j'avais le désir, quand j'ai choisi ces métiers de l'accompagnement humain, de voir ce qui se passait dans le monde éducatif, en fait, pour voir si j'allais accompagner plutôt les enseignants, les parents ou les enfants. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a besoin de tous ces outils-là, et je trouvais ça intéressant de creuser ça. Alors le troisième, l'animateur. Alors l'animateur, lui, c'est l'idée de mouvement. Alors lui donc c'est 15 idées à la minute. Il aime beaucoup communiquer, parler. C'est quelqu'un qui est donc dans cette idée de mouvement, de découverte, de sensations fortes. Il va aimer voyager. C'est quelqu'un qui aime aussi pas mal plaisanter, faire des blagues, etc., qui a de l'humour. Et donc, par exemple, dans une assemblée, là où certains vont rester entre eux parce qu'ils se connaissent et qu'ils sont contents de se retrouver, lui va tout de suite voir quelqu'un qui est tout seul, il dit c'est une opportunité de rencontre, je vais aller lui parler parce que lui, il aime la nouveauté, la découverte. Donc c'est quelqu'un qui reste pas en place, qui justement, si on prend l'exemple des élèves, quand nous on fait des séjours, très vite, dans le premier quart d'heure, on voit des stylos qui tombent et tout ça, et on met des croix et on repère ceux qui ont de l'animateur parce que ce besoin de bouger permanent, c'est en eux en fait. Et pareil, en tant qu'enseignant, c'est intéressant parce que moi j'ai eu l'expérience aussi. Ceux qui ont de l'animateur, c'est parfois épuisant parce qu'ils bougent tout le temps, ils parlent tout le temps, et ça peut perturber la classe. Et si en permanence on leur demande leur carnet pour leur mettre un mot pour des retenues, ça accentue l'anxiété, ça crée de la défiance vis-à-vis de l'enseignant, donc ça augmente encore plus ce besoin de bouger et donc la perturbation du cours. Alors qu'on peut s'en faire des alliés de plein de façons, en leur proposant d'aller distribuer un polycopier, d'effacer le tableau, simplement de partager la reconnaissance de cet état d'être pour lui dire voilà, je vais essayer de te donner des moments pour toi, et en contrepartie, voilà, moi j'ai besoin que tu m'aides aussi, et cette alliance-là va faire aussi qu'il va pouvoir se poser et prendre sur ces secondaires là justement pour tenir le coup. Donc on peut vraiment, encore une fois, dans la connaissance du modèle, mieux accompagner nos jeunes en tant que parents, en tant qu'enseignants, de manière générale.
Alors, c'est intéressant aussi de savoir ça dans cette idée de mouvement de découverte, la notion de créativité aussi, qui est assez fréquente. Donc, on va trouver des animateurs, beaucoup dans le monde artistique aussi, parce que voilà, il faut toujours faire des choses différentes, créer, etc. Et donc, ceux qui se reconnaissent de l'animateur, par contre, ils vont avoir du mal à rester vissés sur leur chaise dans un bureau, devant un ordinateur, etc. Il faut qu'ils puissent bouger un petit peu plus. Voilà. Alors, dans les exemples, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent de l'animateur? Oui, merci madame. Et donc, dans les différents... Ouais, j'ai oublié de donner des exemples parce qu'en fait, dans les précédents, si on revient sur le philosophe, effectivement, on l'observe aussi beaucoup dans les comportements et on voit aussi des petites différences qui, suivant si j'ai l'animateur, par exemple, je bouge beaucoup, face à un philosophe qui, lui, a besoin de calme, bah, des fois, ça frotte un peu. Parce qu'on veut l'embarquer, et puis si on ne reconnaît pas ce besoin de faire les choses à son rythme, ben il y en a un qui va être agacé par le fait que l'autre parle tout le temps et agité. Donc au petit déjeuner, par exemple, quelqu'un qui a du philosophe, il aime bien être dans le calme, dans son intériorité, dans sa bulle. Et donc celui qui a de l'animateur qui se lève le matin, « Alors ça va, t'as bien dormi? Alors raconte-moi, tiens, tu fais quoi ce matin? T'as quoi comme cours, etc. » C'est ça l'envahit complètement parce que lui, il a besoin d'être tranquillement connecté à lui pour démarrer sa journée. Il a envie de communiquer, mais pas maintenant. Et donc le fait de je vous vois rire parce que peut-être que vous l'avez observé, mais c'est la connaissance de soi et de l'autre permet d'apaiser, d'améliorer les relations interpersonnelles parce que chacun vient à chaque fois de manière juste dans la relation. Donc c'est vraiment important de l'identifier plutôt que de vouloir bousculer un petit peu la personne. On va le voir tout à l'heure sur un autre profil qui frotte encore un peu plus. Alors je vous ai promis un petit moment de mouvement. Alors ce qu'on fait avec les jeunes, on fait plein de choses qui sont où ils bougent. Alors comme on est dans un espace plus restreint, en cercle et tout ça, on fait des jeux que là on ne peut pas faire dans un amphi, mais il y en a un que je peux vous proposer de faire. Donc si c'est OK pour vous, de vous lever. Et on va expérimenter justement pour se mettre en énergie. Alors un truc tout simple, on va compter jusqu'à 10, puis 9, puis 8, jusqu'à 1. Et à chaque fois, on va... Donc je vais le faire là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après on descend à 9, à 8, etc. jusqu'à 1. Alors l'idée c'est en plus de compter en lâchant la voix, parce qu'on va voir que ça va faire un bien fou, de se libérer là, de toute cette tension, d'être contraint là, sur sa chaise. Et donc, allez-y, criez, lâchez la voix et lâchez le corps pour vraiment vous énergiser. C'est parti, on y va? C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je vous invite avec la voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on accélère. C'est la fin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1. Bravo. Bon, j'espère que ça fait du bien. En tout cas, les animateurs, je pense que eux, ça leur fait vraiment du bien, ils en avaient besoin. Et puis, ça permet de remobiliser l'attention. Et alors, ces trucs-là, en fait, si dans les cours, à chaque fois, toutes les 20 minutes, le prof pouvait faire ça sans que ça soit le bazar, que ça reprenne un peu, ça serait génial parce qu'en fait, on a besoin de ça, de se réénergiser et de faire des ruptures comme ça attentionnelles pour repartir un petit peu. Et voilà, donc c'est ce qu'on propose sur des temps un peu plus longs et avec des choses différentes. Alors, je reprends ça. Et je reprends mon souffle aussi. Alors, le quatrième. Le quatrième, c'est le gestionnaire. Alors, lui, sa phrase, c'est concrètement, on fait quoi? Parce que le gestionnaire, lui, il a besoin que tout soit super planifié, super organisé. C'est le grand planificateur. Tout est sur sa feuille Excel. Il pense à tout. Donc, lui, il a besoin de sécurité, en fait. Il faut retenir ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas d'imprévu. Il ne faut pas que
l'avion est du retard, ou qu'il y ait du monde. Enfin, pour partir en vacances, il va prendre 3 heures de marge pour être sûr de ne pas arriver en retard. Dans sa valise, quand on est avec un gestionnaire, c'est génial, parce que dans la valise, il y a tout ce qu'il faut, s'il fait soleil, s'il pleut, s'il fait froid. On ne sait jamais, on peut s'enrhumer, donc il y a le Doliprane, il y a le truc machin. Enfin voilà, il a pensé à tout. Donc ça, c'est assez précieux. Donc en fait, il a vraiment besoin de cette sécurité. Alors c'est quelqu'un qui optimise tout. Donc aussi, il va bien gérer les finances. Il va toujours chercher les bonnes affaires, parce que dans son plaisir, en fait, c'est d'optimiser. Donc c'est pas qu'il est radin, qu'il veut pas dépenser d'argent, etc. C'est vraiment son plaisir, ça, d'aller chercher la bonne affaire. C'est cette idée d'optimisation derrière l'organisation. Voilà, donc on va le trouver là-dedans. Alors effectivement, pareil, il aime ranger, tout est super bien organisé. Et par exemple, les élèves, on reconnaît ceux qui ont du gestionnaire sur leur cours. Tout est surligné, encadré, avec des belles couleurs, toujours à chaque fois, pour que ce soit super clair. Donc ils se font des fiches et tout ça. Donc c'est vraiment, tout est super, super carré. Voilà. Et donc le gestionnaire, justement, si on prend le parallèle, comme ça permet de jongler entre les différentes personnalités, de commencer à le maîtriser un petit peu. C'est que par rapport à l'animateur qui, lui, veut des choses tout le temps différentes, lui, il a besoin toujours de ce côté routinier. Ça lui convient bien, parce que lui, il n'a pas besoin de sensations fortes, au contraire. Il a besoin de maîtriser ce qui se passe. Et donc, des fois, pareil, entre un enfant qui a de l'animateur et un parent qui a du gestionnaire, à l'adolescence, ça gratte un peu, parce que l'animateur, lui, il a besoin de liberté. Je veux être libre, parce que moi, je veux explorer le monde. Et le gestionnaire dit, ah non, je veux contrôler ce qui se passe. Pas de sensations fortes, sécurité, tout ça. Donc en plus, dans une relation parent-enfant, donc déjà, il y a une tentation d'essayer de protéger son enfant, donc de le contrôler un petit peu. Et donc le gestionnaire, il va être un peu dans l'hyper-contrôle. Et donc comprendre aussi les différentes personnalités, ça peut permettre aussi de se raisonner en identifiant le besoin de son enfant pour mieux l'accompagner et pas être dans des oppositions aussi qui ne fonctionnent pas. Parce qu'au niveau cognitif, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a un besoin intrinsèque de l'enfant par rapport à sa personnalité primaire. Alors, les gestionnaires, on va en trouver par exemple dans des professions type comptabilité par exemple. Parce que là, son plaisir, c'est qu'il maîtrise. Il maîtrise et il ne peut pas se tromper parce qu'il connaît son métier, voilà, il manipule les chiffres, etc. Il donne les résultats, les prévisions, les propositions d'amélioration, etc. Donc ça il n'y a pas ce côté routinier qui le dérange parce que lui, il maîtrise. Alors que l'animateur, lui, va dire chaque année, ça me ferait la même chose. Et puis moi, je suis dans un bureau, il faut que je bouge, etc. Donc vous voyez qu'en fait, quand on identifie comment on fonctionne, ça permet aussi de mieux s'orienter parce que les métiers sont tous bien. On peut tous s'éclater dans les différents métiers, mais il y en a qui fonctionnent pour nous-mêmes, d'autres pas. Et donc c'est intéressant, ou en tout cas pas autant. Donc c'est intéressant de l'identifier. Alors le stratège. Lui, c'est tous ensemble avec moi, c'est le leader naturel. Donc c'est pas le leader au sens je veux le pouvoir, je veux dominer les autres, c'est que vraiment, il y a cette capacité à embarquer les autres de manière spontanée. On lui fait facilement confiance et lui, son plaisir, c'est pas de faire et de montrer qu'il sait faire, c'est de permettre aux autres de faire et que chacun trouve sa place dans le collectif en fait. Donc vraiment, on va trouver des stratèges dans le monde du sport, par exemple. En gros, le capitaine d'équipe ou le coach, le bon en tout cas, il va être dans cette dimension-là, de permettre à chacun de trouver sa place et de se développer. Donc lui, ce qui le caractérise, c'est l'harmonie entre les personnes. Donc après, dans ce qu'il aime bien aussi, effectivement, donc il a toute cette partie dans la vie sociale, convivialité, respect, courtoisie, etc. Et il a le sens du beau aussi. Donc souvent, il essaie d'être bien habillé, assez chic, etc. Parce que lui, l'harmonie, ça va jusqu'aussi à l'apparence. C'est tout un ensemble. Cette recherche d'harmonie entre les personnes et ce souci de l'esthétique. Voilà, donc il y a dans le leadership, effectivement, il y a l'idée de valorisation des compétences de chacun. Donc aujourd'hui, dans le management tel qu'on le définit aujourd'hui, les gens qui ont du stratège, ils sont promis à des belles carrières parce que justement, on ne demande plus comme avant. C'est moi le sachant, c'est moi qui sais faire, et donc c'est pour ça que je suis chef. Et puis, je vais te montrer comment on fait. Et à chaque fois, on rabaisse le collaborateur en dessous pour rétablir son pouvoir. Donc ça, c'était l'ancien modèle qui ne fonctionne plus. Et le modèle, c'est celui-là, c'est de faire faire,
mais pas laisser faire, mais simplement de permettre à chacun de trouver sa place et de progresser dans la hiérarchie. Et celui qui a du stratège, il va être effectivement très à l'aise là-dedans. Parce que lui, ça lui fait du bien de voir que les autres réussissent, en fait, et que le collectif fonctionne, l'intelligence collective fonctionne. Ah, si j'ai un problème de... Ah, c'est bon. Ça va, c'est pas trop lourd d'enchaîner les 8 ? Ok. Alors le 6e, le compétiteur, donc là le terme il est assez précis. Le compétiteur, lui, sa phrase, c'est cap ou pas cap. Donc lui, le compétiteur, lui, il a vraiment besoin de défis, de challenge. En fait, c'est jamais assez pour lui. Il a atteint un certain niveau, allez, il faut aller au coup d'après, et ainsi de suite. Toujours plus. Mais toujours plus parce que lui, c'est ça qui le motive. Il dit toujours qu'il y a moyen de faire mieux. Donc, donc on va effectivement, recherche du pouvoir, mais d'ambition sociale, etc. Mais c'est juste parce qu'il aime les défis, il faut toujours aller plus loin. Ça ne le satisfait jamais, en fait. Donc ça, c'est un point important. Et ce qui l'identifie aussi, c'est l'esprit critique. Alors on le voit aussi assez facilement, le compétiteur, derrière ce côté défi, c'est qu'il va toujours voir ce qui ne va pas, ce qui peut être des fois dérangeant, parce que quand tout est bien, justement, on a envie de valoriser ce qui est, et puis lui, il va toujours voir le petit truc qui ne va pas. Et en fait, c'est pas qu'il a un esprit négatif, donc loin l'idée de le juger, c'est parce que dans son mode de fonctionnement à lui, ce qu'il ressource, c'est la performance, toujours plus. Et donc, il va voir comment on peut améliorer. Et donc, il va avoir ça, être sensible à ça, et avoir envie de le partager pour qu'on aille un peu plus loin. Et donc, il est vraiment dans cette dynamique-là de faire toujours mieux. C'est intéressant parce que le compétiteur, des fois, effectivement, quand moi qui ai du philosophe, quelqu'un qui est un compétiteur tout le temps à faire mieux, alors je dis, attends, on va savourer ce qui est, là, on a une étape, on se pose, on profite. Et non, c'était toujours, lui, il remonte sur le cheval pour aller un peu plus loin, parce que lui, c'est en permanence toujours améliorer, donc voir pointer ce qui ne va pas. Donc c'est bien de le savoir, parce que du coup, on accepte plus facilement ces critiques-là, on ne les prend pas pour soi, on se dit, ok, bon, je comprends, il y a du compétiteur, c'est ok, mais voilà, on va chacun trouver son espace, mais voilà, c'est un champ de compréhension intéressant aussi. Alors, le 7e, c'est le participatif. Donc là aussi, tout à l'heure, dans vos partages, il y en a qui vont se reconnaître. C'est ensemble, c'est mieux. Donc le participatif, en fait, lui, il a besoin d'être de lien avec ses proches, ses amis, sa famille. La qualité de la relation, c'est vraiment clé pour lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, une qualité d'écoute vraiment développée, et qui aime les relations profondes, sincères, les relations authentiques. Donc lui voilà, il n'a pas besoin d'avoir 50 amis, c'est quelqu'un qui va être plus à l'aise dans un espace où il y a 5-6 personnes, parce qu'on a le temps, on peut discuter les uns avec les autres et avoir des relations profondes, et pas dans un cocktail où il y a 50 personnes, et on parle à tout le monde, etc. Parce que lui, il a besoin de cette proximité-là, de cette qualité de relation, cette profondeur de relation. Donc, dans le monde professionnel, effectivement, il va aimer travailler en mode projet, et pas faire du développement tout seul en télétravail, parce que lui, il a besoin d'être au contact des autres, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a du participatif, par exemple, dans ce qu'on a vécu récemment, ça peut être très difficile d'être tout seul chez soi, à télétravailler pendant aussi longtemps, parce que lui, il a besoin de renouer ce lien social, en fait. Il a vraiment besoin de ça. Donc, c'est quelqu'un qui est naturellement gentil, qui a une gentillesse naturelle, alors, sans dire que les autres ne l'ont pas, mais lui, vraiment, c'est dans sa nature. Et ça lui fait du bien d'être gentil avec les autres. Et donc, des fois, il y a un petit côté bisounours qu'on peut lui reprocher, mais ça fait partie de sa personnalité. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La relation profonde sur l'accueil, etc. Voilà. Alors, je vous donnerai un exemple tout à l'heure pour bien distinguer, parce que le suivant a quelques similitudes, mais vous allez voir que c'est assez différent. Et alors, le participatif, oui, donc pour vous, pour vos ados, en fait, effectivement, ce besoin de socialiser, de voir ses amis, de se retrouver dans ces espaces-là, c'est important pour lui de se recharger avec ça. Donc, des fois, le week-end, c'est qu'il puisse avoir cet espace-là, de voir ses amis, ne serait-ce qu'une heure, il en a besoin s'il a du participatif, alors que sinon, s'il y a beaucoup de devoirs à faire, qu'il reste chez lui, il va pas être bien, et il va pas autant travailler, parce que sa source d'énergie va se tarir, en fait, il ne sera pas ressourcé. Donc c'est important aussi de l'identifier. Alors le solidaire, le dernier. Alors lui, là aussi, il y avait des exemples qui pouvaient le laisser penser.
Donc lui, il a besoin d'être utile. Si on veut retenir un mot-clé, c'est ça. Besoin d'utilité, faire plaisir, être disponible, etc. Donc on va le trouver effectivement dans toutes les professions autour du soin à la personne, dans les associations, en bénévolat, humanitaire, etc. Parce que lui, il a besoin d'être utile aux autres. Donc lui, effectivement, il y a une notion de dépouillement, de simplicité. Il n'est pas dans cette quête effrénée de beaucoup de gens aujourd'hui d'avoir toujours plus d'argent, de rêver de Dubaï, de plein de choses, etc. Parce que lui, en fait, le seul truc qui compte, c'est la relation avec les autres, dans cette relation d'utilité, de faire du bien aux autres. Et alors, pour vous aider à distinguer entre le solidaire et le participatif, parce qu'il y a cette notion effectivement dans le lien aux autres, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous éclairer. L'exemple d'une sage-femme, en fait. Quand le bébé va naître, la sage-femme qui a du participatif, en fait, elle a passé beaucoup de temps dans la salle d'accouchement avec la maman. Donc, elle va prendre le bébé, une fois qu'il sera nettoyé, tout ça, elle va le prendre, elle va le poser sur le ventre de la maman, et elle va partager ce moment-là, incroyable. Et elle va lui dire, regardez, il va bien, regardez comme il est beau, etc. Et toute l'émotion que la maman vit dans ce moment magique, en fait, elle va la partager avec. Parce qu'elle est dans le lien avec les autres, elle a créé une relation avec sa personne, et elle va capitaliser sur ce moment-là, et ça va lui faire du bien. Celle qui a du solidaire, non pas qu'elle se désintéresse de ce qui vient de se passer, mais elle va prendre le bébé, elle va le poser, il va bien, et elle va quitter la salle d'accouchement en disant « on a besoin de moi ailleurs ». Parce qu'effectivement, souvent, il y a plusieurs mamans qui sont en travail et il n'y a pas assez de personnel. Donc elle se dit, voilà, il faut que je sois utile ailleurs. Donc tout de suite, sa motivation primaire va la guider vers le fait d'aller là où elle peut être utile. Elle a été pleinement utile, le bébé est né, il est en bonne santé. Le reste, c'est le bonheur de la maman d'accueillir l'enfant. Mais elle, son job, c'est d'aller être utile ailleurs. Et donc elle va tout de suite partir. Donc en fonction de votre personnalité primaire, vous allez faire ce même travail, très bien d'ailleurs, mais vous allez partager ça de manière différente en fonction de ce qui vous anime, en fait, et c'est intéressant de l'identifier comme ça. Moi, je pense aussi, moi qui ai du participatif, quand je pense au solidaire, par exemple, moi je vois le dimanche matin, par exemple, ça m'est arrivé dans cette période-là, où il peut être froid, pluvieux, etc. Quand je vois des gens qui sont en bas de chez moi au feu rouge, en train de faire la quête pour la Croix-Rouge, par exemple, et qui passent toute la journée comme ça dehors, et bien en fait, ça ne peut pas être une motivation secondaire, parce qu'on peut le faire à un moment de sa vie en disant c'est bien, socialement c'est bien, on m'a appris qu'il fallait le faire, etc. Mais le faire un dimanche sans contrainte à passer un certain âge pendant une longue durée, c'est forcément que ça vous fait du bien et que vous êtes content de le faire. Et les gens qui ont du solidaire, c'est ces gens-là qu'on va retrouver, parce que eux, le matin, ils vont non pas qu'encore une fois qu'ils ne sont pas bien dans leur famille va bien, mais eux, ils vont se recharger pour être encore plus disponibles pour leurs proches, en allant être utile aux autres. Et eux, ça leur fait du bien chaque fois qu'il y a une pièce qui tombe, pour dire, voilà, ça va servir à des gens qui en ont besoin. Moi, ça me fait du bien. Donc le solidaire, il va être motivé par ça. Donc ça peut être aussi une indication pour se ressourcer, pour ceux qui identifient ça comme motivation primaire. Donc on a fait le tour. Pas de souci. Sinon, je reformule après. Ouais. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on peut se retrouver dans un petit peu là, par exemple, gestionnaire. J'aime bien l'ordre, mais j'aime pas prévoir les choses. Vous voyez, je fais les choses à la dernière minute. Ma valise, c'est la dernière seconde. Ouais. Mais j'aime bien l'ordre, que ma maison soit propre, que toute ma vie soit vraiment dans l'ordre. Et je suis un peu dans le philosophe. J'aime bien le calme, j'aime bien... Vous voyez, mais je n'ai pas tout de philosophe, mais je n'ai pas tout de gestionnaire. Oui. Ouais. Merci de votre question, madame. Alors, là déjà, j'y venais, on peut s'en retrouver entre 2 et 4, déjà. Et puis après, dans les caractéristiques de chacune de ces primaires, oui, c'est vrai que des fois, ça coche toutes les cases, et puis des fois, pas complètement. Alors, là c'est une invitation à explorer certaines choses qui peuvent être mises sous cloche, en fait, par l'éducation, par l'expérience de vie, en fait. Prenez un enfant qui a de l'animateur, par exemple. S'il est dans une famille où voilà, les conventions sociales, les apparences, tout ça, c'est important, et donc un enfant qui est trop vivant, trop joyeux, trop bavard, tout ça, c'est pas correct, parce qu'il voilà, il faut être calme. Et donc tout de suite, on va lui dire, mais tu vas te calmer, de toute façon, arrête de parler, c'est insupportable, etc. Et au bout d'un moment, ça va être mis sous cloche, et ce truc-là va devenir un peu tabou dans son inconscient. Mais pourtant, comme c'est figé entre 0 et 6 mois, ce truc-là, il est vivant pour toute la vie, en fait. Et donc, en fait, il va peut-être se reconnaître sur certaines choses
lui ont été autorisées dans cette dimension d'animateur, mais pas toutes. Et donc, du coup, c'est juste des libertés perdues qu'il faut retrouver, mais qui sont là. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a des choses qu'en allant les explorer, on va leur redonner leur juste place et que ça va mieux fonctionner aussi. Puis il y en a d'autres, c'est plus complexe. Et là, on ne peut pas rentrer dans le détail de ça, parce qu'il y a des notions un peu plus compliquées justement de ce qui peut se jouer au niveau cognitif au cours de l'existence, et qui vont verrouiller plus durement certaines choses. Mais l'idée, c'est ça. C'est quand même, dès lors que vous vous trouvez pleinement dans une de ces primaires-là, il y a peut-être des petites choses à aller explorer, voir ce qui se passe en fait, et pourquoi peut-être que des fois, c'est pas complètement autorisé. Mais merci de votre question, parce que je peux vous partager, moi, à titre personnel, que je pense avoir de l'animateur, mais ce n'est pas complètement certain, parce que moi, il y a des choses qui ont été verrouillées, justement, et qui faisaient que c'était difficile pour moi de prendre la parole en public, parce que, voilà, je ne vais pas vous raconter mon enfance, mais simplement, voilà. Et donc, moi, à mon âge, j'ai progressé, travaillé sur moi, et donc, du coup, il y a des choses qui se sont libérées, mais pas toutes. Donc, il y en a d'autres qui étaient vivantes, et puis d'autres pas complètement. Mais encore une fois, c'est un espace de liberté qui s'ouvre dès qu'on l'identifie, qu'on se dit, allez, je vais essayer de déverrouiller tout ça. Ça répond à votre question ? Est-ce qu'inversement, on peut aussi se retrouver dans un profil, parce que justement, c'est le fruit de notre éducation, mais qu'en fait, au fond de nous, on n'est pas vraiment ça ? Oui. Alors, oui, complètement, parce que... Mais là, ça veut dire que vous allez vous retrouver plus dans une motivation secondaire. C'est ça. C'est l'exemple, par exemple, de je sais pas, l'enfant qui joue du piano, qui a le premier prix de conservatoire, parce que dans l'éducation parentale, il fallait qu'il joue du piano, et donc il a fait tous les efforts nécessaires, et à chaque fois, il avait les gratifications pour continuer. Et puis, en fait, dès qu'il quitte le foyer familial, il ne met plus les mains sur un clavier, parce qu'en fait, ça ne lui fait pas du bien. Si de temps en temps on lui dit « Ah, tu ne peux pas jouer, tu joues trop bien, etc. » Bon, il va le faire pour faire plaisir, motivation secondaire, ça fait plaisir de faire plaisir aux autres, mais lui, ce n'est pas un truc qui va lui faire du bien. Donc il y a plein de trucs qu'on peut se dire ouais, « Moi j'aime ça parce que ça me fait du bien, parce que je fais plaisir aux autres et j'ai de la reconnaissance, de l'attention, tout ça. » Mais si on creuse un petit peu, on va voir que c'est plutôt de la secondaire, et que si jamais on est en échec sur les différentes dimensions, on sent bien que ça va pas, on va pas être bien, on peut avoir de la frustration, et que ça valide l'hypothèse plutôt d'une secondaire. Voilà. Et c'est pour ça que justement c'est intéressant d'aller explorer nos primaires, parce que justement dans notre conditionnement social, des fois, encore une fois, en voulant bien faire, moi je connais plein de parents qui ont orienté les études de leurs enfants en disant voilà, tu fais ça, ou tu prends l'affaire de papa, comme ça tu auras un travail, un salaire, c'est important, comme ça tu pourras avoir ta maison, etc. Mais si lui, son but, c'est de voyager sac à dos ou dans le dénuement complet, parce que c'est l'exploration du monde ou d'aider les autres, il va être plus heureux à faire toute autre chose, mais il peut faire ce qu'on lui a dit de faire parce que ça marche, parce qu'il a des résultats, etc., pendant très très longtemps. Donc il y a des prises de conscience en fait, qui sont possibles à un moment donné, quand on va identifier justement ce qui nous fait réellement du bien. Et alors pour que ce ne soit pas... qui n'est pas justement ce côté un peu binaire, on peut aussi imaginer que dans nos métiers, si par exemple je fais un métier dans lequel je réussis, donc ça me permet de gagner ma vie, donc de faire vivre ma famille, etc., et donc c'est important, et que je découvre que je ne suis pas dans ma motivation primaire, il y a plusieurs façons de le vivre, c'est-à-dire que soit j'en ai conscience et j'alloue du temps à me recharger dans des activités justement qui me font du bien, et je ne les néglige pas, parce que très très vite, quand on est parent, moi, mes enfants ont 21 et 18, donc là j'arrive à la fin d'une longue période où on est très présent pour eux. Et en fait, quand on court, quand on a un boulot qui nous prend beaucoup de temps, qu'on a les transports, qu'ensuite on va chercher les gamins à l'école, qu'on les emmène aux activités, qu'après il faut faire les courses, le repas, enfin, s'il n'y a rien qui nous recharge là-dedans, on peut être comme le hamster qui court, puis en fait, le seul moyen que ça s'arrête, c'est avec la force centrifuge, s'éjecter et se ratatiner. Et donc, en fait, il faut avoir juste conscience de ça pour aller se recharger. Donc, ça peut être soit dans des activités autres que le travail, mais dans le travail, quand on identifie ses primaires, on peut aussi injecter un peu de primaire, même si le travail, fondamentalement, ne le permet pas. Je prends l'exemple du gestionnaire. Quelqu'un qui est comptable et qui se rend compte qu'il a de l'animateur
et qui comprend maintenant pourquoi finalement ce métier-là, qu'il sait très très bien faire, pour lequel il est très valorisé, l'ennuie et fait qu'il est déprimé, et ben, suffit, et bien en même temps, cette situation perso fait qu'il a besoin de ce salaire-là, de ce travail-là. Il peut très bien dire, je vais injecter de la primaire dans ma secondaire, c'est-à-dire que par exemple, il peut décider de ses présentations, ses PowerPoint, ses machins. Il va mettre de la couleur, des images, de l'humour, et que quand la présentation lors du comité de direction, il sort ses slides, c'est plus des feuilles Excel qui se défilent, mais il y a des petites touches fantaisistes, etc. Et ça le fait marrer, ça lui fait du bien. Donc il a la qualité de son travail pour lequel il est valorisé, mais il s'est nourri en allant activer sa primaire, et ce qui fait que du coup, quand il va au boulot, il se dit chouette, je vais manipuler des chiffres, mais je vais mettre un peu de fun là-dedans, en mettant des graphiques, des couleurs, etc. Et donc du coup, ça devient joyeux et supportable. Voyez, donc après, on peut l'explorer dans plein de situations comme ça, mais donc encore une fois, en fonction de chaque situation, il y a des solutions dès lors qu'on a identifié qui on était en fait, comment on fonctionnait. Mais voilà, donc nous, pourquoi ça nous anime chez Tadam, c'est qu'en fait, c'est une clé pour prendre confiance en soi, et les jeunes en ont tellement besoin, et ça permet de s'appuyer sur un socle aussi énergétique aussi pour aller chercher justement les résultats pour choisir ses orientations en fait, et puis effectivement les difficultés possibles. On va balayer les 8. Maintenant que vous avez exploré tout ça, je vous propose en fait de lever la main chaque fois que vous vous retrouvez dans une de ces primaires-là, de mettre la main comme ça quand vous hésitez, et puis sinon de ne pas bouger quand vous ne reconnaissez pas, pour voir si déjà vous avez tous à peu près identifié une ou deux primaires, comme ça, juste pour voir. Okay. Le philosophe, qu'est-ce qui se retrouve là-dedans? Okay. Le novateur, l'animateur, le gestionnaire, le stratège, le compétiteur, le participatif et le solidaire. Ok, très bien, merci. Alors, il y a un truc qu'on fait aussi avec les jeunes, avant de passer là-dessus, c'est on appelle ça petit défaut grande qualité. Bon, j'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est justement, on prend chacune de ces 8 primaires parce qu'effectivement, il y a des trucs qui grattent. Alors, pour vous donner un exemple, dans la cour de récréation, celui qui a du philosophe, donc qui est un peu rêveur, qui est un peu dans le calme, quand il est face à un compétiteur qui est tout le temps à bousculer tout le monde, à dire allez, et puis en sport, etc. Enfin bon, et ben, il l'appelle le 2 de tension. Donc c'est assez dégradant pour lui d'entendre ça. Et quand on se reconnaît du philosophe, et qu'on voit le compétiteur qui nous dit ça, au lieu de se sentir humilié, rabaissé, en situation de faiblesse, se dire ok, moi je sais que j'ai du philosophe, il y a toutes ces qualités-là, c'est génial, c'est unique, ça fait moi une personne unique, et puis lui il l'a pas, il a autre chose qui est très chouette aussi, que moi j'ai pas, donc c'est pour ça qu'il pense ça, et ça lui appartient de penser ça. Mais moi, je garde confiance en moi parce que ce que j'ai identifié chez moi, c'est chouette. Et donc ça permet aussi à la fois de supporter des phrases qui sont maladroites, en fait. C'est pas méchantes, mais sont juste maladroites, et sans que ça nous touche. Et puis surtout de garder cette solidité par rapport à qui on est. Parce qu'on a tous des forces, des talents, tous autant qu'on est. Et simplement de dire, maintenant que je les ai identifiés, c'est pour toute la vie, c'est solide. Je vais même les développer, parce que maintenant que je les ai identifiés, je sais que c'est une source de joie, et qu'en plus de ça, puisque je suis dans le plaisir, la joie, l'énergie, je vais certainement progresser dans toutes les façons d'explorer ces primaires-là. Donc je vais devenir meilleur, donc encore plus de plaisir, etc. Donc tout ça, c'est plus un problème en fait. Donc, pareil pour le novateur. Le novateur, c'est monsieur je sais tout, on lui fait toutes ces critiques, etc. Et en fait, non, il est super curieux, quoi. Et en fait, des fois, il y a des trucs super intéressants qu'il peut nous partager. C'est hyper chouette. Et plutôt que de dire il est toujours en train de failloter, de lever la main, etc. On va rater la récré parce que si le prof répond à sa question, ça va prendre 10 minutes et puis du coup, c'est mort, etc. Donc, on comprend mieux tout ça, c'est plus acceptable. L'animateur, pareil, il ne tient pas en place, etc. Il n'arrête pas de parler. Là aussi, c'est source de joie, d'énergie. Il fait des blagues et il aime bien communiquer, etc. Le gestionnaire, c'est la même chose. L'image qu'on lui renvoie d'être psychorigide, etc. Non, il a toutes ces qualités derrière et c'est chouette, c'est important et on en a besoin. On a besoin dans un collectif, on en a besoin dans un espace familial, on a besoin de tout ça. Moi, je sais que quand j'anime,
quand on a des groupes de jeunes, on est en co-animation. Pour moi, c'est super important d'avoir quelqu'un qui a des gestionnaires. Parce qu'on a toute une logistique, on va le voir juste après, on héberge les jeunes pendant 5 jours. Et il y a plein de trucs auxquels il faut penser. Et puis moi, je suis vraiment dans le moment présent avec eux. Et il y a plein de trucs où ça me coûte d'y penser. Donc je peux le faire en motivation secondaire. Mais comme c'est très très prenant en termes d'énergie d'être comme ça du matin au soir, le soir on fait des veillées avec eux, on va en parler. Moi, je suis hyper confort d'avoir quelqu'un qui a du gestionnaire parce que je m'appuie dessus et j'ai pas de culpabilité parce que je sais que ça lui fait du bien de gérer ça. Moi, j'apporte d'autres choses et donc du coup, c'est très complémentaire. Donc, on a besoin de ça, d'identifier ça et de valoriser ça aussi. Bon, après, je pourrais pas les passer tous. Il y a tous des qualités et puis il y a tous des choses qu'on peut nous renvoyer. Le stratège, voilà, il fait son petit chef, mais en fait non. Au contraire, il est au service des autres. C'est très chouette, etc. Et enfin bon, on peut tous les passer. Donc là. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade là-dessus? Vous en aurez après. On va garder un temps de toute façon pour des questions à la fin. Là, maintenant, je vais vous parler un peu de ce que nous on fait chez Tadam justement pour les jeunes et pour les adultes également. Donc nous, on fait des séjours et ateliers. Donc là, j'en ai un petit peu parlé. Donc on fait des séjours sur 5 jours en présentiel. Donc on prend les jeunes le lundi matin. On vit ensemble toute la journée, on reste sur le même lieu jusqu'au vendredi soir. Et on leur fait vivre tout le processus. Donc ce qu'on a vu ce matin, on va le revisiter de plein de façons différentes en fait. Donc on va faire de l'impro théâtrale, du slam, plein de choses comme ça, qui vont leur permettre à la fois de prendre la parole devant le groupe, de livrer des choses d'eux-mêmes et d'affiner le modèle aussi pour mieux le comprendre, mieux comprendre comment il fonctionne, comment fonctionnent les autres, pour améliorer à la fois la qualité de la relation avec chacun et repartir avec un boost de confiance en soi. Et pour certains, déjà, une idée d'orientation, et puis pour d'autres, juste une petite graine qui va germer, mais en tout cas des outils, en fait. Nous, on veut les outils, on ne veut pas leur dire, tiens, il faut que tu fasses ça, surtout pas, et on ne veut rien influer. On veut juste leur ouvrir un espace dans lequel ils vont pouvoir mieux comprendre comment ils fonctionnent. Donc on fait ça avec des jeunes. Donc là, il y a un séjour qui va démarrer la deuxième semaine des vacances à Paris. Et puis il y en a à chaque vacances scolaires, donc en février, à Pâques, et puis début juillet, fin août, la semaine avant la rentrée. Donc ça, on fait ça. Et puis pour ceux qui ont déjà fait le séjour, c'est tellement transformant que certains ont envie de revisiter ça, d'approfondir un petit peu. Disons-le aussi pour se retrouver, parce qu'ils créent des liens incroyables en 5 jours. Pour vous dire, moi, ce qui m'avait marqué, la première fois que j'ai observé un séjour avant d'en animer, donc c'était il y a 5 ans, et il y a un des participants qui dit, mais c'est fou, quoi. En 5 jours, là, la personne qui était à côté de lui, j'ai l'impression que je connais mieux que mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi, quoi. Parce que simplement de découvrir l'authenticité, parler vraiment qui on est, etc., et ça crée une qualité de relation incroyable, plutôt que d'être dans son personnage. Là, ils étaient vraiment dans la personne qu'ils étaient profondément. Et en si peu de temps, c'était une révélation incroyable. Donc c'est assez bluffant quand on voit ça et qu'on ressent ça. Donc week-end tremplin aussi. Donc après, pour les collèges et lycées et les enseignants, donc ça, on fait beaucoup de choses. Donc il y a les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers découvertes. Donc en 3 heures, on fait un petit peu ce qu'on a vu là. Donc on reste sur l'idée motivation primaire, secondaire, identifier les 8 primaires, et on fait de l'impro théâtrale pour leur permettre à chaque scène d'observer ce qui s'est joué entre les protagonistes, pour affiner la compréhension du modèle, mieux le manipuler, pas se tromper, pas faire de raccourcis, etc., pour commencer à comprendre un petit peu eux où est-ce qu'ils se retrouvent. Et à chaque fois, en 3 heures de temps, c'est assez bluffant parce que ça leur donne confiance en eux, sur qui ils sont, et puis aussi ça leur donne des clés par rapport à leurs parents. Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, ils comprennent mieux certains comportements qui les rendent du coup plus acceptables, en disant si mon père ou ma mère est comme ça, je lui retrouve tel primaire, je comprends pourquoi il est. Moi, ça gratte un peu et c'est inconfortable, mais maintenant je comprends le truc, c'est plus facile. Et ça les fait rigoler d'ailleurs. Donc après, ça devient un jeu d'essayer d'identifier les primaires, mais ça améliore la qualité relationnelle aussi. Mais surtout, ça leur permet de savoir eux ce qu'ils aiment. Je peux vous donner un exemple aussi d'une participante. J'avais trouvé ça assez incroyable. Donc, elle était en terminale, elle avait 17 ans, et à la fin du stage, là, elle nous dit, en fait, ça me fait un bien fou, parce que j'avais un problème en fait dans ma tête. Elle me dit, parce que moi, je suis hyper sociable, j'ai plein d'amis, j'aime bien être avec eux, et puis en même temps,
moi j'ai besoin d'aller me balader toute seule en forêt, partir toute seule, voir personne, etc. Et je me disais, mais je suis bizarre quand même. Pourquoi je ne veux pas être avec mes amis? Enfin, c'est pas normal, quoi. Encore une fois, socialement, elle avait intégré que c'était pas bien de vouloir s'isoler, etc. Pourquoi? Bon. Mais ça lui créait vraiment des troubles dans qui elle était, donc dans sa confiance en elle. Et là, elle a juste identifié qu'elle avait du philosophe et du participatif. Waouh, génial. Elle s'est dit, ok, 2 socles sur lesquels j'ai d'immenses qualités, c'est des zones de force, de talent. Maintenant que je me les reconnais, je peux être pleinement moi-même et m'assumer comme je suis et continuer à avoir mes amis, continuer à aller me marcher en forêt. À chaque fois, c'est bien. Et je profite et tout est OK, quoi. Donc, c'est des prises de conscience qui paraissent simples, mais pas tant que ça, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a toutes ces conventions sociales, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a aussi intégré de manière inconsciente, mais qui n'est pas forcément juste, mais dont on ne sait pas pourquoi on fait ces raccourcis-là, mais ça peut nous perturber, et donc ça aide beaucoup. Je suis dans les exemples aussi, je vais vous partager aussi pour ma fille, parce que moi, ça m'a beaucoup ému quand ça s'est passé. Elle a fait le stage, et elle était en première. Et donc ma fille a du caractère, elle a de l'animateur, du philosophe. Donc et en fait, elle, quand elle se met en stress, en fait, alors là, je ne vous ai pas parlé des états du stress, c'est un autre enseignement qu'on pourrait faire, mais il y a 3 états, la fuite, la lutte, l'inhibition, et donc elle, son état du stress, c'est plutôt la colère. Et avec le stage, ça lui a permis de découvrir aussi que ça, c'était son mode préférentiel, et la caractéristique de ça, c'est qu'on n'est pas intelligent, puisque c'est le cerveau reptilien, le cerveau qui assure la survie de l'espèce, qui s'active. Et donc forcément, on peut avoir un comportement qui est inadapté. D'ailleurs, très, très vite, quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est arrête de parler comme ça, puis l'autre, il parle encore plus fort, parce qu'en fait, comme inconsciemment, on est en danger de mort, on ne peut pas réfléchir et se rendre compte que c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe. Et donc il faut juste sortir de cet état de stress. Et donc quand on est en stress de colère, en fait, on veut avoir raison. Donc c'est pour ça que souvent ça se finit par va dans ta chambre et puis tu reviendras quand tu seras calmé, parce qu'en fait, il faut juste sortir de cet état-là et on ne peut pas discuter avant. Et le stage lui a permis d'identifier ça. Et en se disant, mais moi je me sens quelqu'un d'avoir une hypersensibilité. D'ailleurs, il est vraiment hypersensible et donc c'est pas toujours facile à vivre. Et en même temps, on me renvoie une image d'égoïsme, que je pense qu'à moi, etc. Parce qu'évidemment, quand on est en colère, dans cet état-là, on veut avoir raison, donc il n'y a que soi. Mais encore une fois, c'est un état inconscient. Et ça lui a permis de clarifier ça et de se dire, en fait, maintenant ça va mieux, parce qu'elle nous disait, alors que nous, on a l'impression qu'elle allait bien, qu'elle était en train de déprimer profondément parce qu'elle avait cette dualité qu'elle n'arrivait pas à gérer, en fait. Elle se dit, mais je suis une mauvaise personne parce que je pense qu'à moi, etc. Et pourtant, je pense aimer les gens, faire du bien, etc. Et donc, ça cohabitait pas très bien, en fait. Donc, ça a clarifié plein de choses, en fait. Enfin, à chaque fois, il y a des tas d'expériences différentes, mais c'est des espaces de découverte assez étonnants. Alors, pour poursuivre sur ce que fait Tadam, donc on fait aussi des ateliers motivation. Donc ça, on intervient dans les collèges. Donc là, on n'est pas en résidentiel. Les élèves viennent la journée comme en cours, ils rentrent chez eux le soir. Mais ça dure 3 jours. Et pendant 3 jours, on leur fait vivre en condensé ce qu'on fait sur les séjours d'une semaine. Et donc là, nous, on cherche des financements pour ça, parce qu'effectivement, l'école ne finance pas ça. Mais ça permet de toucher des publics beaucoup plus larges et moins privilégiés que ceux qui peuvent offrir ça à leurs enfants pour une semaine. Et donc on intervient dans plein d'établissements. Donc là, justement, moi, la semaine prochaine, là, je serai du côté de Reims. On va former des professeurs pendant 2 jours pour qu'ils aient les outils là qu'on a effleurés tout à l'heure, pour qu'ils puissent accompagner les ateliers de 3 jours qu'on va faire avec leurs élèves de 3e. On va prendre tous les 3e et on va leur faire vivre le processus pendant 3 jours avec les profs qui vont être vraiment dedans aussi, pour ensuite avoir les outils pour les accompagner dans la durée tout au long de l'année, donc à la fois améliorer le climat scolaire, puis les aider à trouver leur orientation en les aidant aussi à clarifier justement leur motivation primaire. Donc ça on fait ça autant qu'on peut, parce que ça a vraiment des impacts. Tadam, par exemple, a démarré en 2016 à Montfermeil avec des classes SECPA. Et donc la première année, c'était juste les 4e. Et puis année après année, les résultats sont tellement incroyables que là, cette année, c'est tous les SECPA de la 6e à 3e, parce qu'il faut commencer très tôt pour leur permettre de choisir leur orientation. Et même les 6e, 5e du programme général, en fait. Et les enseignants sont aussi formés. Et
les effets sont incroyables parce que le taux d'absentéisme est quasiment tombé à zéro. Dans ces classes-là, c'est souvent un souci, compte tenu de la dureté de ce que vivent ces élèves-là. Et les 100% d'orientation choisie. Et ça, c'est vraiment nous, ce qui nous anime, c'est de leur permettre vraiment de choisir l'orientation, d'aller là où ils vont se développer, parce qu'ils ont tous des talents, et on leur permet de réaliser qu'ils ont des talents, alors que beaucoup de jeunes ont entendu souvent que, voilà, des choses négatives. Et donc, c'est un espace de croissance incroyable. Donc, nous, on intervient autant que possible dans ces ateliers-là. Et puis, on fait aussi des classes vertes d'orientation. Alors, on en a fait une. Et donc, c'était moi le professeur à l'époque. Justement, comme je connaissais Tadam, j'avais fait cette expérience-là, moi, pour aller sur le terrain enseigner. Et donc, j'avais fait intervenir Tadam sur les ateliers découvertes. Et les impacts étaient tellement forts sur juste comprendre les motivations primaires et les états du stress que les parents étaient vraiment hyper demandeurs. Et donc, la directrice, j'ai senti qu'il y avait un espace. Donc, je me suis dit, mais ça serait génial si on pouvait démarrer l'année scolaire. Pendant 3 jours, on embarque les élèves. À l'époque, je voulais 4 jours, mais on s'est résolu à 3 jours pour des questions budgétaires, mais déjà, c'était génial. Et pour permettre d'avoir les outils pour identifier chaque gamin, comment il fonctionne, pour l'aider à prendre confiance en lui, et pas dire vous devez tous rentrer dans le moule qu'on vous impose, dans lequel beaucoup sont inconfortables, pour lesquels c'est une souffrance, mais chacun va pouvoir être tel qu'il est, et en plus de ça, créer un climat scolaire favorable. Et on a fait ça. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un petit film qui dure 5 minutes, qui montre un peu tout ce qui peut s'y jouer. Et c'était extraordinaire de pouvoir s'appuyer là-dessus. Moi, en tant que prof, après, j'ai pu construire même mon plan de classe pour utiliser ces énergies-là différentes. Parce que si vous mettez deux animateurs côte à côte, bon, cette énergie-là va perturber la classe. Donc, utiliser ça à différents endroits. Les stratèges, pareil, de jouer des rôles de piliers pour embarquer la classe dans une énergie positive, etc. Enfin, tout ça. Et en fait, juste en cartographiant les personnalités des élèves, on arrive à créer quelque chose de très très positif. Et les profs qui passaient après me disaient oh, c'est incroyable, j'ai fait cours là, c'était génial avec les élèves, etc. Donc c'est vraiment des outils super à utiliser. Alors je vais terminer par cette petite vidéo et ensuite on pourra échanger avec toutes vos questions. Voilà. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut vivre avec les jeunes. Hein, voilà, et donc à la fois dans les séjours et quand on peut intervenir en classe. Et c'est assez réjouissant de voir ce qu'ils arrivent à créer en fait et à partager après à la fin de tensions qu'il pouvait y avoir avant, qui datent des fois depuis la maternelle, et puis d'un seul coup, ils se découvrent sous un autre jour, et puis d'un seul coup, ils peuvent se respecter davantage, et ça améliore beaucoup à la fois le climat scolaire, ça apaise certaines situations qui sont parfois proches du harcèlement, et puis ça permet à chacun de mieux prendre confiance en lui. Donc c'est assez réjouissant à chaque fois. Voilà, donc j'ai terminé sur cette présentation, et donc maintenant, si vous avez des questions, avec grand plaisir, j'y réponds. Alors j'ai 2 questions. Au début, vous avez commencé par le cœur et le cerveau. C'est tout au début. Ma question là-dessus, c'est quand on voit notre enfant qui est vraiment hyper bien dans quelque chose, donc, mais son cœur va vers autre chose qui est l'opposé. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant que parents? Est-ce qu'on pousse pour là où il est vraiment très doué, ou là où faire ce qu'il aime? Et la deuxième question, est-ce que entre le secondaire et le primaire, quand il arrive des choses dans la vie un peu difficiles, des épreuves, santé, perte, quoi que ce soit, et on se retrouve avec l'opposé de ce qu'on a, est-ce qu'on était tout le temps dans le secondaire, on se retrouve dans notre primaire, ou l'inverse? Alors, juste pour clarifier la deuxième question, dans l'opposé de ce qu'on a, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. On est par exemple dans philosophe toute notre vie, et arrive dans notre vie quelque chose un peu difficile, perte de quelqu'un, la santé, des épreuves. Et on se retrouve carrément dans l'animateur. Est-ce que toute notre vie, on était dans philosophe, et là, on se réveille avec quelque chose qui a réveillé le primaire? Oui. Quand vous dites on se retrouve, c'est pas contraint, c'est que vous découvrez, parce que vous avez un nouvel espace de liberté, parce que la situation a changé, on va dire, et vous développez plutôt cette dimension-là, c'est ça? Voilà.
on se voit sur autre chose qui est vraiment différente de ce qu'on était toute notre vie. D'accord. Et donc là c'est quoi votre interrogation? C'est par rapport à ça. Ma question, est-ce que vraiment on était pendant longtemps dans le secondaire? Oui. Et en fait, c'est le fait qu'il est arrivé une chose difficile qui a réveillé ou vraiment. Alors, je réponds à cette question, puis après je réponds à la première. En fait, je ne détiens pas la réponse forcément, mais ça me paraît nuancé en fait à chaque fois. Comme on a vu, on a entre 2 et 4 primaires. Donc en fait, on a vu qu'il y en a qu'on a déjà identifiés, qu'on a développés, sur lesquels on sait s'appuyer, qui nous font du bien. Puis d'autres qu'on a négligés ou que simplement elles ont été mises sous cloche pour X raisons, on ne sait pas l'identifier d'ailleurs de manière consciente, mais elles sont là. Et donc en fait, la question c'est de savoir si potentiellement vous aviez du philosophe et que votre cadre de vie nourrissait pleinement cette dimension-là, et c'était OK, puisque ça vous faisait du bien, et que vous n'avez pas exploré d'autres de vos primaires, parce qu'il n'y avait pas besoin, puisque vous étiez dans cet équilibre primaire-secondaire, tout allait bien, et que peut-être en secondaire, il y avait des choses qui amenaient à rester dans cette dimension-là, parce que l'animateur n'avait pas cette place-là, mais c'était OK, puisque vous étiez nourri par le philosophe. Et puis dans une deuxième tranche de vie, en fait, là, il y avait la place pour faire vivre cet animateur, et en découvrant le bien que ça vous faisait, il a pris tout l'espace, et c'est OK, sans ignorer que le philosophe peut continuer à vous faire du bien. C'est juste que là, à ce moment de votre vie, l'animateur, il existe et il prend l'espace correctement. Donc ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'effectivement, vous étiez dans une secondaire, dans cette dimension philosophe, pour faire fonctionner tout ce cadre de vie qui était important pour vous à cette période de votre vie. Et donc, là, dans la secondaire, en ayant négligé l'animateur à nouveau, c'est juste de nouveau, il se révèle dans ce contexte-là. Donc l'animateur, de ce que j'entends, il est pleinement vivant et là, il vient de trouver son chemin. La question de est-ce que vous aviez du philosophe ou pas, est-ce que vous étiez dans une secondaire ou pas, je n'ai pas la réponse. Vous pouvez l'explorer peut-être en allant creuser. Maintenant, vous avez cette liberté et plus d'aucune contrainte, voir si le philosophe, dans ses différentes dimensions, vous lui trouvez un espace qui vous fait du bien, effectivement, et dire ça aussi, c'est une de mes primaires. Donc ça, je n'ai pas la réponse. Ça va comme réponse ? Et donc la deuxième question, pour effectivement un enfant qui a développé des compétences sociales, cognitives, émotionnelles, peu importe, et qui exprime d'autres désirs, en fait, là encore, c'est difficile parce que c'est intéressant de lui permettre d'aller explorer ça, encore une fois, plutôt que de le mettre sous cloche, parce que si c'est une source de talent, de joie pour lui, c'est inestimable. Donc, mais la question, c'est pour autant, est-ce que ça met en péril ce qui a été construit? Est-ce que ça amène à le négliger? Ça dépend du contexte. Hein. C'est pas si évident. Ça dépend de quoi il s'agit. Et puis surtout, c'est d'aller valider le fait que ce sur quoi il a développé des talents, c'est effectivement de la primaire, parce qu'à ce moment-là, c'est juste de garder ça ou de dire ça reviendra à tout moment parce que c'est là, ou de comprendre que parce qu'il avait cette capacité d'adaptation, il a su développer des compétences. Et donc, il peut être, comme il est en situation de réussite, ça fonctionne, il est content, ça fait plaisir à tout le monde et tout va bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est que de la secondaire, s'il n'a pas trouvé ses primaires, au bout d'un moment, comme je l'évoquais, la batterie va finir par se décharger avec le temps et ça sera plus compliqué. Donc je n'ai pas non plus de réponse, c'est d'explorer, mais en tout cas, moi, je pense que c'est intéressant de laisser des espaces de liberté pour aller explorer, parce que nous, on a avec beaucoup de bienveillance, envie d'orienter des choses par rapport à notre échelle de valeur, ce qu'on pense être juste. Mais là, en acceptant que notre enfant soit différent, c'est aussi lui permettre d'aller faire un petit peu de chemin, tout effectivement en mettant des garde-fous, mais en lui permettant de le découvrir, parce que effectivement, si ça se trouve, son chemin est complètement différent de notre modèle et il va se développer, ça sera très bien. Donc encore une fois, c'est très complexe, très nuancé, mais en tout cas, ça invite à l'ouverture, en tout cas. Oui. Oui, merci. Vous avez présenté là, des ateliers ou des groupes
je sais plus le terme, qui fonctionnait autour d'un groupe de classe ou d'un groupe un peu constitué pour le sujet. Est-ce que ça fonctionne aussi en famille? Est-ce que vous faites des ateliers en famille ou... Alors, non. Notamment en fratrie. Ouais. Enfin, voilà, Ouais. Alors, non, on ne fait pas ça en fratrie. En fait, nous le processus, il fonctionne avec un certain nombre de participants. Pour que ce soit réellement performant, il faut qu'il y ait 7-8 personnes. Parce qu'on les embarque vraiment dans toutes ces activités-là pour arriver à lâcher prise. Voilà, il faut qu'il y ait cette force de collectif pour vivre des moments comme ça. C'est encore, justement, et avoir aussi le nombre aussi dans ces temps cœur, justement, cet auditoire. Donc, s'il y a 3-4 personnes, c'est difficile de faire fonctionner ce processus-là. En tout cas, on ne l'a pas expérimenté. Et donc, on n'a pas de proposition là-dessus. Ouais. Donc, quand vous parlez de famille, en fait, je trouve que la proposition de la dame est tout à fait intéressante parce qu'on peut englober les grands-parents, les parents, et en fait, on sait qu'il y a à peu près, dans les familles, 3 enfants à peu près, hein, au minimum. Bon, après, vous pouvez le faire pour des familles très nombreuses, mais je pense que ça vaudrait la peine parce que ça permettrait de rompre des fois des échelles de valeurs liées aux générations et ça permettrait que chacun trouve sa place. Je pense que suite à tout ce que j'ai pu voir dans les différents forums de la famille, c'est difficile des fois de trouver sa place. Voilà. Et souvent, après, il y a des malentendus et on le sait bien, après des divorces, des choses qui ne sont pas forcément agréables. Je pense que ça peut être une excellente idée de l'ouvrir comme un moyen, non pas de remédiation, mais un moyen de s'ouvrir à d'autres potentialités. Je partage ce point. Hein. Il y a un intérêt évident dans tout ce qui se joue dans la transmission générationnelle. Et après, il y a plein de façons de l'aborder. Mais oui, il y a des besoins à ce niveau-là. Pour l'instant, nous, on n'y apporte pas de solution, mais ce besoin-là, je suis d'accord qu'il existe. Vous avez Alors, moi, c'est par rapport aux ateliers découvertes. Je vois ça, en fait, moi j'ai 2 ados et que j'essaye de sortir du cadre familial au maximum pour qu'ils puissent avoir l'occasion de se découvrir dans ce qu'ils sont profondément. Et donc aujourd'hui, j'utilisais les colos. Et finalement, vos ateliers découvertes, je voulais savoir si en termes de demande aujourd'hui, vous arriviez à répondre à la demande. Parce que c'est quelque chose qui rentre réellement dans ce que nos enfants commencent à vivre. Moi, je vois, j'ai mon fils qui est au lycée, où on commence seulement, et c'est plutôt déjà bien, de leur faire découvrir leurs talents et de les sortir de ce cadre dans lequel ils sont enfermés, parce que clairement, le milieu scolaire les enferme, la famille les enferme. Et c'est quelque chose qui est plutôt bien. Et je me demandais si vos ateliers découvertes, elles pouvaient répondre à toute la demande ou si aujourd'hui la demande, elle est juste naissante par rapport à ces découvertes de talents de nos jeunes. Alors, quand vous parlez des ateliers découvertes, c'est les ateliers de 3 heures dont je parlais? Non, les séjours, la semaine, le séjour, excusez-moi. Alors, parce que, oui, les 5 jours en résidentiel, donc là, effectivement. Alors, en fait, Est-ce que, pardon? Ah oui, oui. En fait, il suffit d'aller sur le site de Tadam, hein, donc tadam-asso.org, et vous aurez tout le détail de ce qu'on propose justement dans ces séjours. Aujourd'hui, on a de la place, oui, oui, parce qu'en fait, la difficulté, c'est toujours pareil hein, pour des assos avec des moyens limités, c'est d'arriver à se faire connaître. Et donc, du coup, beaucoup de gens... à chaque fois, c'est réjouissant pour les jeunes, mais le bouche à oreille fonctionne. C'est difficile de toucher un public qui n'a pas de lien avec l'association pour oser inscrire. Alors, j'ai animé un séjour fin août et il y avait une participante qui venait de Lyon et sa maman avait juste vu ça sur Instagram. Alors on s'est dit, ah super, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup plus à faire pour nous, en tout cas, pour mieux communiquer, pour effectivement
que les gens qui, comme vous, sentent le besoin pour leur ado de faire ce type d'activité puissent inscrire leur enfant, parce qu'effectivement, c'est le principe d'une colo. Et moi, pour vous dire, c'est rare qu'un jeune s'inscrive à ces colos. En général, 100%, enfin 95% des inscrits, c'est les parents qui l'ont fait et qui les ont forcés, entre guillemets. C'est pas bien, hein, mais encore une fois, j'aime pas l'idée, c'est pour ton bien, mais là, pour le coup, et moi j'ai inscrit mes 2 enfants et je leur ai dit, mais dans le pire des cas, ça sera une colo sympa. Donc vas-y. Et donc je ne vais pas vendre plus le truc parce que moi j'étais persuadé de l'apport. Mais voilà, bon, c'est une colo, tu vas t'amuser, tu vas te faire des potes, tu y vas et puis on en reparle après. Et puis si c'est pas bien, ça arrive. Mais vas-y. Et en fait, je me rappelle ma fille. Alors ça peut justement vous montrer ce qui peut se passer pour nos jeunes. Donc ma fille, comme moi à cette époque-là, j'enseignais, j'avais fait intervenir Tadam et puis je connaissais Marina depuis quelques temps. Donc elle savait que j'étais fan de ce que faisait l'association. Et donc je lui ai parlé de l'inscrire au stage. Donc une fois elle m'avait dit non, etc. Puis une autre fois, c'était plus ouvert la discussion. Et ma fille qui a de l'animateur, donc a besoin de liberté, etc. C'était la contrainte, c'est pas son truc à cet âge-là en plus. Et on arrive aux vacances de Pâques. Et donc je lui dis, je t'ai inscrit. Elle me dit, mais non, tu n'as pas fait ça. Mais je dis, mais oui, mais on en a parlé, etc. Mais non, mais attends, mais j'ai pas dit non parce que je sais que ça te fait plaisir, mais j'ai pas du tout envie que ma 2e semaine de vacances, je vois pas mes potes et que j'aille à ton truc là. Et donc elle était furieuse. Et donc je l'amène le lundi matin et donc elle tirait, elle faisait une tranche pas possible. Et le vendredi soir, et alors ça m'émeut parce que c'est vraiment une leçon de vie. Elle est venue vers nous et elle m'a dit, papa, tu te rappelles lundi quand tu m'as accompagné? Tu vois, j'avais pas envie d'être là. Puis je lui dis, alors, elle non, lui bof, elle peut-être, etc. Enfin, elle avait jugé sur pièce chaque participant en disant, c'est pas mes potes, qu'est-ce que je viens foutre là, j'ai pas envie. Et puis voilà. Et elle me dit, papa, il n'y en a pas un que j'aime pas de tout mon cœur, quoi. Et ça m'émeut parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, en 5 jours, elle a compris que chez chaque personne, en fait, il y a un trésor, pour peu qu'on se donne la peine d'aller regarder. C'est génial. Et il y en a qui sont très différents. Il y en a un qui parlait tout le temps, qui était agité, etc., qui peut être agaçant. Mais elle avait découvert tout ce trésor qu'il y avait au fond de lui. Elle l'adorait profondément. D'autres plus introvertis, pareil. Et il y avait un trésor aussi. Et c'était génial de vivre ça, en fait, en 5 jours, de comprendre ça. Et ça, c'est pour la vie. Dans un monde où on passe son temps à se bâcher, à se juger sur pièce, à critiquer et être un peu rageur dès qu'il se passe un truc, ça c'est quelque chose d'un socle très très solide pour la vie en fait. Et voilà ce qui peut se passer. Et c'est pour ça qu'aussi que ça vaut le coup de les embarquer là-dedans, parce qu'effectivement, ils n'ont pas envie. C'est pas une colo où on leur propose de découvrir une activité sportive ou artistique, etc. C'est un truc qui leur dit, ouais, c'est un peu des cours, votre truc, machin, j'ai pas hyper envie de ça, je vois pas l'intérêt. Puis moi, mon orientation, je sais ce que je veux faire l'année prochaine, tout ça. Enfin bon, voilà, ça peut vraiment avoir du sens. Et donc, il y a des places, effectivement, et nous, on est suffisamment d'accompagnants formés pour pouvoir augmenter les groupes. Donc, on peut faire jusqu'à 3 groupes de 15 jeunes sur un même séjour, sur un même lieu. Donc, je vous invite justement à creuser ça et le partager autour de vous, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas encore la clé pour communiquer largement, pour que les parents qui en ont le souhait aient les moyens, parce que malheureusement, ces séjours-là coûtent le prix d'une colo, malheureusement, par rapport à ce qu'on fait dans les écoles. Dans les écoles, par contre, nous, on cherche, il y a des mécènes qui financent certaines actions. Pas assez, parce qu'encore une fois, on aimerait faire beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ces jours-là, en colo sur 5 jours, oui, effectivement, il faut pouvoir le financer, mais il faut aussi pouvoir le savoir. Et c'est vrai que, voilà. Donc, merci de votre question. Ça me permet de vous mobiliser. Si ce sujet-là, vous avez envie de l'approfondir, d'aller sur le site, donc tadam-asso.org, et puis d'appeler Pauline, qui vous parlera plus en détail de ce qui peut se passer pour vos jeunes. Et puis après, vous verrez si c'est pertinent pour vous. Ouais, donc sur les publics scolaires, et donc qu'est-ce que vous avez déjà fait et quelles sont vos capacités en termes de nombre d'élèves et quels sont les financements et toutes ces questions-là. Oui, alors, capacité, on peut intervenir sur un établissement sur toute une tranche d'âge. Enfin, là,
On va faire ça dans la région rémoise en décembre sur toutes les classes de 3e. On l'a fait pareil dans l'Est il y a un mois, c'était 5 classes de 3e. Donc c'était 10 groupes, donc 20 intervenants qui sont déplacés. Donc en fait, d'ailleurs ça peut aussi vous intéresser. Donc Tadam, d'ailleurs je crois que j'ai zappé l'information, mais on forme aussi les adultes. Aussi, donc il y a des formations pro. Donc vous pouvez le voir sur le site et également appeler Pauline pour en discuter. Donc on forme sur 3 fois 2 jours. Et donc pareil, on vous embarque dans ce processus-là, que vont vivre aussi les jeunes quand on les a pendant une semaine. Et donc pour les adultes, c'est aussi une occasion de se découvrir, de s'outiller pour eux-mêmes, pour accompagner les jeunes. Pour certains, il y a des enseignants qui s'inscrivent, il y a des gens qui le font parce qu'ils ont envie de donner du temps pour l'association aussi, pour faire ces ateliers découvertes de 3 heures quand leur emploi du temps le permet, en fonction de chacun, de sa vie professionnelle. Il y en a qui peuvent avoir plus de temps pour faire comme ça de 3 jours des séjours, ou des interventions, ou juste une demi-journée, parce que ça les réjouit de donner du temps pour les jeunes de vivre ce processus-là. Donc il y a plein de choses, donc on forme les adultes là-dessus, donc 6 jours si ça peut vous intéresser. Et pour revenir sur ce qu'on fait dans les lycées, donc oui, on a du coup pas mal de gens qui sont formés, on est au moins... oui, une bonne quarantaine de personnes disponibles. Quand il y a une opération comme ça sur un site, on peut mobiliser le nombre de personnes pour intervenir. Le vrai sujet, vous l'avez évoqué, c'est le financement. L'éducation nationale ne permet pas pour l'instant, ne met pas d'argent pour nous permettre de le faire. Donc en fait, il faut trouver des financements. Donc là, dans l'Est, par exemple, on a plusieurs interventions parce qu'on a une chef d'entreprise qui prospère et qui a découvert Tadam et dit mais c'est exactement ce que j'aurais rêvé de faire dans ma vie. C'est génial ce que vous faites et donne une partie de ses résultats d'entreprise pour financer des actions. Donc après, nous, on va voir les établissements pour essayer de les convaincre de nous aménager l'emploi du temps pour libérer 3 jours pour ça, parce que des fois, c'est pas évident. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut aussi que le chef d'établissement soit OK avec la démarche, parce qu'il faut chambouler tout ça, il faut embarquer les profs là-dedans. C'est pour ça que la semaine prochaine, pendant 2 jours, on va former l'équipe enseignante. On en a 15 enseignants qu'on va former dans la région rémoise, justement, pour qu'ils soient en support de ce qu'on va faire après. Parce que des fois, c'est compliqué. Des fois, on fait des ateliers découvertes et puis il y a le prof qui est là qui dit « Mais vas-y, parle !» Et ça casse tout. En fait, on leur permet de s'ouvrir, etc. Puis d'un seul coup, tac. Donc on veut vraiment leur faire comprendre des enjeux de ce qu'on peut de s'outiller davantage pour eux aussi mieux accompagner les élèves, leur faire prendre confiance en eux, leur faire garder confiance en eux et faire tout ça. Donc je ne sais pas si j'ai couvert tout le sujet de votre question, mais en tout cas, voilà, on peut vraiment intervenir de manière large sur plusieurs classes dans un même établissement. Il y a suffisamment de gens formés pour ça, il y a la volonté de le faire. Le nerf de la guerre, c'est les financements, donc c'est de trouver des fondations, des mécènes qui vont permettre de le faire. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir justement sur ces histoires de financement et de partenariat. Je suis navrée parce que j'ai dû, à regret, quitter votre conférence pour aller sur les différents sites. Mais en tout cas, de ce que j'entends et ce que j'ai cru comprendre, on voit bien à quel point l'intérêt est là sur cette thématique-là, sur justement comment est-ce qu'on peut accompagner nos jeunes, nos adolescents, etc., sur cette motivation. Bien sûr, il y a les lycées, les collèges, etc. Alors c'est vrai que les leviers, nous, communes, on a quand même quelques leviers, entre autres aussi de partenariat de toute façon avec le département, la région, etc. Et il faut qu'on ait effectivement cette capacité de convaincre aussi les financeurs sur l'intérêt d'une association comme la vôtre. Donc c'est clair que je ne veux pas trop m'engager, mais en tout cas ce qui est certain, et moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse poursuivre peut-être la réflexion autour de ce que vous proposez et de voir sur la ville de Sartrouville effectivement ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Alors ça peut être via effectivement le scolaire, mais ça peut être aussi via le réseau des mamans qui existe sur la ville de Sartrouville aussi, avec peut-être un atelier dédié à ça. Enfin, voilà. En fait, je pense que c'est tout l'intérêt de ce forum aussi, c'est de se rencontrer, pouvoir discuter
de pouvoir ouvrir comme ça des portes sur de nouvelles actions, de nouveaux dispositifs qui correspondent vraiment à une demande. Et je crois que là, voilà, il faut vraiment qu'on puisse en discuter tranquillement autour d'une table, avec les acteurs qu'il faut autour de la table, et puis commencer tout doucement. C'est toujours un peu comme ça qu'on procède. On commence par expérimenter de façon modeste, et puis après, si les choses fonctionnent, on duplique. Mais je crois que si dans notre pays, comme partout, c'est une règle générale, si on attend toujours d'avoir les financements, on ne fait jamais rien. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Donc, essayons de voir ce qui est possible déjà dans un premier temps. À partir du moment où on est convaincu de la qualité et de la pertinence de ce qui est mis en place, je crois qu'on peut tenter le coup, en tout cas. Donc, avec plaisir. Il faut penser aussi au Sartrouville Information Jeunesse, du coup, qui peut tout à fait se saisir de ces bien sûr. questions. Non seulement ça, Sartrouville Information Jeunesse, mais je vois aussi tout ce qu'on essaye de développer dans le cadre de la politique de la ville, avec les quartiers prioritaires et avec ce... Catherine, hier, vous parliez aussi de l'emploi. Vous êtes au Pôle emploi. On sait bien que la motivation, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a aussi un partenariat qu'on pourrait tout à fait envisager entre la ville, Pôle emploi et Tadam, par exemple. Enfin, voilà, en fait, là, il y a une... Voilà, bon. Vous voyez, en fait, il y a des budgets qui existent. Il faut simplement faire rentrer... ça, c'est l'administration, mais c'est aussi... c'est organisé. Il faut connaître ça. Et puis, faire rentrer, effectivement, les actions dans les bonnes cases. Et puis, trouver les interlocuteurs qui soient, pour le coup, aussi motivés. Et qui ont envie de le faire. Donc moi, j'ai plutôt bon espoir qu'on puisse quand même arriver peut-être à... on va retravailler ça. À bon entendeur, salut. Merci. Merci, madame, pour cette ouverture. Et par ailleurs, c'est vrai que ravi de participer à ces échanges. Et puis, on fait aussi ce qu'on appelle des parcours sur mesure. Donc, effectivement, en fonction des besoins, on peut adapter entre le format d'entrée, on va dire l'entrée de gamme, c'est l'atelier de 3 heures, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Moi, je sais quand j'ai enseigné, pour pareil, dans cette démarche-là, d'abord, il faut goûter pour voir si c'est bien, et puis après, on peut aller plus loin. Et donc, j'avais été suivi par l'association de parents d'élèves pour demander une contribution aux familles modestes pour juste un atelier d'un après-midi. Ça avait été génial. Le conseil de classe, la directrice me dit je me suis fait pourrir par les parents d'élèves de la 3e que tu n'as pas, parce que j'avais les 2 autres, et parce qu'ils voulaient que leurs élèves vivent la même chose que ce que tu as fait vivre à tes 2 3e. Et donc, je me suis dit super, donc on a fait le premier cran, et c'est là où après je suis passé au cran d'après pour faire vivre ces 3 jours de la semaine de la rentrée, de partir au vert avec tous les 3e, avec 12 intervenants Tadam, faire vivre un truc de fou en fait, et qui a changé l'année scolaire pour eux. Et donc voilà, mais c'est étape par étape. Et puis des fois, c'est pas aussi, on n'a pas ce budget-là, parce que, mais on peut faire des différentes choses, faire des choses plus adaptées sur un format de 1 jour et demi, 2 jours. Enfin, à voir, mais en tout cas, c'est de démarrer puis voir après comment on peut avancer. En tout cas, ravi si on peut poursuivre. Effectivement, je suis tellement admiratif de ce que j'ai vu là en arrivant, de ce que vous avez organisé là, toute la semaine et de cette dynamique-là, que je pense que ça serait chouette de pouvoir poursuivre. Bien. S'il y a d'autres questions, sinon, oui. Oui. Alors, comme je disais, ça s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale. Alors, il y a différentes approches, il y a différents modèles de personnalité, tous, on va dire, ont un intérêt. Nous, on a choisi celui-là. Donc, ça a été développé par c'est l'Institut de neurocognitivisme, l'INC, et l'Institut de médecine environnementale. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Fradin qui a théorisé ça et qui a ensuite s'est associé avec un entrepreneur belge pour le rendre accessible et donc faire des formations et transmettre ce modèle-là. Pour partager, moi je me suis formé à pas mal de choses quand j'ai décidé de devenir coach et d'être dans l'accompagnement humain. Et dans tous les modèles que j'ai vus, moi qui suis ingénieur, en fait, vraiment c'est celui qui m'a le plus convaincu, en fait. Parce qu'il il s'explique très bien. En fait, les 8 personnalités, c'est les 4 états du cerveau reptilien
qui est le CAM, la fuite, la lutte, l'inhibition, en fonction des états de stress. Et en fait, c'est pour ça que ça se fige entre 0 et 6 mois. C'est qu'en fait, le bébé, dans les premiers mois de sa vie, il n'y a que cette partie-là du cerveau qui est active, puisqu'il vient d'arriver dans un environnement hostile. Là, il respire et toute cette agitation, tout ça. Et donc, il est en stress. Et donc, pour survivre à ça, il y a différents ancrages qui vont se positionner suivant l'état du stress dans lequel il est, suivant comment ça se passe pour lui et comment lui, il intègre ces événements de la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas le contraindre à devenir tel ou tel profil. Mais du coup, ça fait les 8 états. Et on comprend très bien, en analysant les états du stress et suivant s'ils sont réussis à empêcher, ce que ça génère comme préférence. Mais bon, ça, c'est plus long de vous exposer ça. Mais en tout cas, le modèle est, je trouve, assez puissant. Mais ce n'est pas le seul. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie vraiment parce que j'ai senti que vous étiez attentif et un samedi matin, je trouve ça courageux. Je ne me suis pas toujours levé pour ce genre d'événement avec mon côté participatif qui préfère rester tranquillement à la maison avec ma famille. Et donc je vous remercie vraiment et bravo parce que justement si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de mieux accompagner les jeunes. Et donc comme ça, moi c'est ma motivation primaire là pour le coup de participer à ça. Et ce choix que j'ai fait de donner une partie de mon temps justement pour les jeunes parce que justement j'aurais aimé aussi avoir ces outils-là plus tôt et parce qu'en fait quelqu'un qui se connaît mieux, eh ben, il fait du bien tout au long de son existence. Alors j'aime aussi accompagner les gens en milieu de vie, mais il y a toute une partie où ils n'étaient pas forcément eux-mêmes et donc pas forcément bien. Et donc plus tôt on agit, plus c'est bien pour la personne, mais également pour tout son entourage et tout ça, ça contribue à un monde meilleur. Donc en étant là, vous y contribuez. Donc merci. Je vous laisse conclure. Madame. Merci beaucoup, absolument. Merci beaucoup pour tout cet exposé. Merci à chacun d'avoir participé également à cette discussion. Je rebondis aussi, vous parliez de milieu de vie, et ça me fait immédiatement penser aussi à tout ce qui est autour de plutôt la fin de vie aussi. Et peut-être aussi des applications qui peuvent être extrêmement intéressantes sur la motivation aussi. On voit bien, voilà, pour travailler aussi autour des seniors, génération senior, mais encore après tous nos anciens qui sont en structure ou à la maison et qui vivent dans des conditions d'isolement de temps en temps et même relativement souvent quand la famille n'est pas toujours présente ou les voisins, etc. On sent bien qu'aussi en termes de motivation, il y a peut-être aussi des choses à creuser, donc c'est vraiment hyper intéressant. On voit bien qu'il y a une vraie recherche, que ce soit, alors ça s'appelle effectivement... cet outil que vous nous mettez là en avant, que vous nous présentez, on voit aussi l'intérêt pour tout ce qui est énéagramme, caractériologie, leadership vertueux, enfin toutes ces choses qui apparaissent beaucoup, qui sont des outils formidables. Alors après, chacun les adapte aussi à sa propre personnalité ou à la personnalité des personnes avec qui nous vivons ou que nous fréquentons. Mais en tout cas, tout ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très porteur d'espérance et d'espoir. Et je trouve ça vraiment très positif. Et puis, comme tout, nous, ce qu'on remarque, et nous les premiers, en fait, on a besoin de parler de nous. En fait, les gens ont besoin de dire ce qu'ils ont en fait dans les tripes réellement, parce qu'on a tellement, le monde est ce qu'il est, avec les choses négatives, les choses positives, parce qu'il y en a aussi, il ne faut pas l'oublier, mais en fait on a juste en fait besoin de prendre le temps de se poser et de pouvoir échanger sur quelles sont justement nos valeurs profondes, nos motivations profondes, et ça déjà ça contribue au bien-être de chacun et c'est important, donc et on travaille effectivement à l'avenir, à la société de demain. Merci beaucoup. Tadam, je n'oublierai pas, je ne ferai plus la confusion. Donc Tadam, et puis on peut vous retrouver donc sur votre site, n'est-ce pas? Et puis nous, on va échanger nos cartes et puis on va voir comment on enclenche. Ouais. Très bien. Très bonne. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner, donc bon déjeuner à vous. Vous êtes les bienvenus cet après-midi. Ce soir, vous savez qu'il y a un film également en famille ici même, Donne-moi des ailes, un film vraiment sympathique. Et puis, ça sera l'occasion aussi d'échanger. Ouais, il y a 2 conférences également, une sur le stress. Et puis la première sur le climat. Du coup, comment parler du climat à nos enfants sans les inquiéter, sans les angoisser. Parler de l'éco-anxiété également à 14h30 et la deuxième à 17h. Parfait. Tout ça sont des sujets graves, mais l'idée justement, c'est
renverser un petit peu la tendance et de faire en sorte que de ça, on puisse arriver à sortir des choses positives et qui soient encourageantes et enthousiasmantes. Voilà. Très bon appétit. Et puis à cet après-midi, j'espère, ou à ce soir.